L'histoire commence dans le passé, dans un vaste champ avec quelques moutons, quand soudain le ciel commence à se fissurer. La pauvre bergère a déjà les yeux grands ouverts sous le choc, puis un œil géant apparaît et la regarde droit dans les yeux. C'est ce jour-là que l'invasion du roi démon a commencé et que d'innombrables créatures sont apparues. Devinez qui se montre aux côtés du roi démon? Ah, attendez. Pas les éveillés comme je le pensais, mais cette fois, ce sont les chevaliers divins qui servent Dieu. Le truc, c'est qu'il est très dévoué. Il crée un dieu vivant, et grâce à ce serment, il acquiert des pouvoirs surnaturels et chasse les monstres de la région. Cependant, le miasme démoniaque, une substance provenant du royaume des démons, est resté en forte concentration dans plusieurs zones. La plupart des endroits où il existait ont été corrompus et sont morts. Dans une ville abandonnée, on peut voir une plante massive se nourrir d'un corps tombé. Burke. Attends. Non. C'est une femme pendue la tête en bas, et l'histoire dit que quiconque a survécu a fini par se transformer en démon. Mais ensuite, quelqu'un la tranche et la plante tombe au sol comme un déchet. La vice-commandante des chevaliers divins, Karen, dit qu'ils sont arrivés trop tard. Oh, le même nom que l'arme de Cheyenne vert. C'est vrai. Quelqu'un appelle la vice-commandante et dit que la lune rouge est apparue. Mince. La dernière fois que j'ai vu une lune rouge dans l'histoire, ça ne s'est pas bien terminé. Soudain, ils entendent des bruits de martèlement, et un gars dit qu'il y a la construction d'une tête, les avertissant d'être prudents. Quand cette lune est dans le ciel, tout peut arriver. Karen s'approche du site, et dans des endroits affaissés, un humain, un petit enfant à grosse tête avec des yeux plus écartés que tout le reste. On dirait que c'est notre protagoniste puisqu'on avance de 15 ans à partir du jour où il a été trouvé. Dans une cafétéria d'orphelinat, quelqu'un dit que c'est grâce aux chevaliers divins qu'ils peuvent manger. Ils devraient être reconnaissants. Mais ensuite, quelqu'un interpelle le gars devant. C'est Lika, qui demande pourquoi sa portion est si petite. L'homme n'a pas l'air content d'entendre ça, et il se retourne simplement en disant que ce n'est rien. À l'arrière-plan, il observe tout le monde dans la cafétéria tout en se souvenant de la façon dont son propre village a été attaqué par des démons quand il était plus jeune. Il était le seul survivant et a été amené ici pour être élevé par les chevaliers. Tout le monde trouve étrange qu'un bébé tout seul ait réussi à survivre. En plus de cela, ils disent que la marque de naissance sur son visage est la preuve qu'il est un enfant de monstre. En d'autres termes, ils ne le considèrent pas comme l'un des leurs. À ce moment-là, quelqu'un jette un tas de vieux poissons et de restes de nourriture dans son bol, en disant que ce qu'il y a là n'est pas suffisant pour une créature comme lui. Tout le monde à cet endroit soupçonnait qu'il n'était pas vraiment humain. Et comme tous avaient également perdu leur famille à cause des démons, évidemment, il n'était pas aimé. Le gars qui a jeté la nourriture appelle un enfant qui pleure à proximité. L'éca c'est que ce garçon vient d'arriver hier. L'homme plus grand s'accroupit et dit que le père de l'enfant a été mangé par un monstre déguisé en humain, exactement la même race que l'éca. Il veut qu'il s'excuse. Laïka est confus, ne comprenant pas ce qui se passe, mais l'enfant lui crie déjà de lui rendre sa mère, le traitant de monstre pathétique. Et avec ça, l'homme plaque sa tête contre le sol, disant que si lui on dit de s'excuser, il ferait mieux de le faire. Alors, pauvre gamin, il s'excuse. Que pouvait-il faire d'autre? Protagoniste aux cheveux blancs, je pensais qu'il était sur le point de déclencher une aura, mais on dirait qu'il a encore beaucoup à grandir. White a enlevé la saleté du sol. Il dit que sa routine est la même depuis plus d'une décennie. En gros, tu ne peux pas quitter cet endroit avant d'être adulte. En plus de cela, quand tu as 15 ans, tu peux être envoyé par le prêtre pour devenir un chevalier divin. Tu dois réussir les tests, et pour les cas, il ne reste que 5 jours avant son tour. Il ne supporte plus d'être coincé dans cet orphelinat maudit et a hâte de sortir. Ce serait tellement mieux si tu pouvais vraiment devenir un chevalier divin. La scène se déplace vers une statue, et quelqu'un dit que la cérémonie est sur le point de commencer. Quiconque atteindrait 15 ans et souhaiterait devenir un chevalier devait simplement s'avancer et faire le vœu. Le type a la tête rasée à côté de l'écaricane, disant qu'un monstre comme lui ne deviendra jamais un chevalier divin. Puis le prêtre leur a demandé, un par un, de s'avancer à nouveau et de faire leur vœu devant le calice. Pour ceux dont le liquide devient bleu, ils ne peuvent pas devenir chevaliers. Mais ceux dont le liquide devient doré sont ceux qui peuvent le boire, puis recevoir le vœu et le pouvoir. Pour que le serment fonctionne, ils devaient offrir à ce dieu ce qui était le plus important pour eux. En dehors de cela, cette cérémonie ne peut être faite qu'une seule fois dans une vie, alors il ferait mieux de faire attention à ce qu'ils choisissent d'offrir. Le type à la tête rasée y va en premier, et il jure qu'il ne fuira plus jamais aucun monstre. Sa jeune sœur avait été mangée par une créature qui se tenait juste devant lui. Maintenant, il jure que peu importe à quel point ils sont dangereux, il les tuera jusqu'au dernier. Le calice commence à briller, illuminant toute la pièce, et soudain le liquide devient doré. L'homme dit qu'un vrai noble est apparu, et maintenant il ne peut plus jamais fuir les créatures. Il prend la coupe, le prêtre le bénit, et la pièce brille. À ce moment-là, il sent un étrange pouvoir circuler dans son corps. Tout le monde autour est stupéfait. Le deuxième s'avance, déclarant qu'il jure de vivre comme un vagabond sans famille une fois qu'il aura quitté cet endroit, car pour lui, la famille était la chose la plus importante de toutes. On dirait que ça a marché aussi. Un autre y va, fait le vœu, et ça marche. Une fille s'avance, fait le sien,
et ça marche aussi. Leka était sûr qu'il réussirait aussi. Mais, bien sûr, quand ça marche pour tout le monde, ça doit échouer pour toi. Problème de personnage principal. Il est appelé, et il s'avance nerveusement. Il dit qu'il jure de devenir un chevalier pour protéger les gens, mais ensuite il se fige, ne sachant pas quoi dire d'autre parce qu'il ne peut penser à rien qu'il pourrait réellement offrir. Il veut quitter cet endroit et être heureux, mais il n'a absolument rien à offrir. Le type a complètement oublié qu'il est censé réfléchir avant de faire un pas en avant. Génie. Il hurle dans sa propre tête, essayant de se convaincre qu'il doit y avoir quelque chose d'important en lui qu'il peut offrir. Soudain, une énergie étrange commence à parcourir son corps, le laissant confus. À ce moment, le liquide dans le calice se transforme en une étrange boue violette. Le prêtre dit immédiatement qu'il n'a jamais vu une couleur aussi terrifiante auparavant. Il déclare la cérémonie terminée sur le champ et ordonne à tout le monde de partir. Leka essaie de dire quelque chose, leur demandant d'attendre, mais sorti de nulle part, tranche. Son bras s'envole. Grand Dieu. Les gens à l'arrière commencent à dire que, comme ils l'ont toujours soupçonné, il était vraiment un monstre après tout. C'est quoi ce bordel? Certains d'entre eux se sont déjà réveillés, tirant des lances et faisant pousser des bras massifs. Danom veut se réveiller aussi. Ils annoncent qu'ils vont le tuer maintenant en disant que cette chose maudite qui prétend être humaine ne repartira pas vivante aujourd'hui. Mais à ce moment, le prêtre leur ordonne d'arrêter en disant que le pouvoir ne peut pas être utilisé contre les humains. La seconde suivante, un plafond commence à se fissurer et un point s'abat d'en haut, vaporisant l'homme. Quand il lève les yeux, il y a un démon avec une sorte de marque sur le front qui regarde tout le monde avec colère. Les gens crient de panique, et, clairement, cela ne faisait pas partie du script puisque même le prêtre a l'air terrifié. La créature effectue l'attaque classique de Titan, attrape quelqu'un par la jambe et le dévore. Le prêtre crie à tout le monde d'évacuer et d'appeler les chevaliers divins, mais c'est lui qui se fait attraper. Pendant que le monstre charge vers l'avant, Leka est assis là, manquant la moitié de son corps, regardant, choqué mais étrangement calme. Pour quelqu'un qui vient de perdre un bras, il le prend bien, je suppose. Ce qui lui fait plus peur, c'est le démon qui se tient juste devant lui. Le gars à la tête rasée crie à Leka de s'écarter pour qu'il puisse courir, mais, étrangement, il continue à regarder la créature, figée. Il se souvient que lors de son vœu, il a promis de ne plus jamais fuir les monstres. À ce moment, le démon arrive par derrière, et alors qu'il pleure de désespoir, il est tué lui aussi. Un autre est dévoré pendant que les enfants autour, excités, commencent à libérer leurs auras, criant qu'ils devront défendre cet endroit. Mec, ils se précipitent comme des personnages de Dragon Ball Z. Pendant ce temps, Laika regarde, pleinement convaincu qu'à ce rythme, il va être mangé lui aussi. Mais que pouvait-il faire contre une créature comme celle-là? Il n'avait même pas reçu de pouvoir. Et juste à ce moment-là, le monstre, qui maintenant que je l'ai remarqué, ressemble à des pouces pour des seins, se rapproche. Il le regarde avec cette énorme langue et lance une attaque, la bouche toute en langue. Leka l'affronte, se demandant s'il est vraiment sur le point de mourir dans un endroit aussi inutile. Mais ensuite, il se souvient du calice assis derrière lui. En théorie, s'il a changé de couleur, il devrait donner une sorte de pouvoir. L'attaque arrive droit sur lui, et il décide que peu importe. Mieux vaut boire cette substance dégoûtante que de mourir là. La seconde où il avale le liquide, il lui frappe la tête comme une crise, et la langue s'enroule déjà autour de son corps. Zut. Je pensais qu'il était sur le point de déchaîner quelque chose d'insensé, mais, non. Le gamin s'est fait écraser à plat. Ah, mais ça n'allait pas se terminer comme ça. Une explosion éclate sous la langue, la brûlant, et le gamin se réveille comme un super saiyan. C'est quoi ce bordel? Complètement différent maintenant. Longs cheveux noirs. Où est mon Killua? Il fixe le monstre, ne comprenant même pas ce qui vient de se passer, se demandant si c'est vraiment lui. À ce moment, tout son corps ressent un froid étrange. Une énergie étrange coule dans ses veines. Le monstre se jette à nouveau, mais cette fois il esquive et se retrouve face à face avec lui. Il charge, le bras levé comme le capitaine Lévy, se lançant droit sur la langue. Il déclenche un sort d'explosion, invoquant un cercle magique avec des éclairs violets qui en sortent. Qu'est-ce que c'est que ça? Le garçon vient d'évoluer directement en Super Saiyan 16, volant là, aura flamboyante, le regardant de haut. Il s'écrase au sol et revient en arrière, épuisé par la puissance qu'il a utilisée. Derrière lui, quelqu'un murmure que c'est impossible. Ils doivent plaisanter. Mais Laika remarque quelque chose de choquant. Le bras qui avait été arraché et mangé a repoussé. Que diable vient de se passer? Soudain, le mot purification résonne dans la salle, et une épée gigantesque de la taille d'un bâtiment s'abat, perçant la poitrine du monstre. Quelqu'un monte sur la lame en disant qu'ils ne peuvent pas laisser le corps ici, sinon le miasme se répandra dans la ville. La personne s'excuse d'être arrivée en retard et demande si c'est le garçon qui a vaincu la créature. Leka reconnaît immédiatement l'un des chevaliers divins. On dirait qu'ils sont arrivés en faisant tout exploser parce que maintenant le ciel est clair et bleu. Ils disent que le garçon est vraiment impressionnant. Vaincre quelque chose d'éveillé comme ça n'était pas ordinaire du tout. Ce n'est autre que le commandant des chevaliers divins, Arthur. Mais, mec, Arthur a sa taille fine et ses larges hanches, un peu inattendu.
Laika, Tug est complètement fixé sur cette épée massive. Il n'a jamais rien vu de tel de sa vie. Puis quelqu'un appelle le commandant Arthur, lui disant d'arrêter de laisser tout le monde derrière. Le capitaine au large ange rétorque que tout le monde est juste trop lent. Le protagoniste est toujours dépassé par le fait que le commandant se tient juste devant lui. Il savait que si cette personne le reconnaissait, il pourrait enfin quitter l'orphelinat. Mais, oh non. Ils ont même ce petit earring regardant sur le côté tout mignon. Impossible que l'artiste ait vraiment fait ça. Soudain, Laika court vers elle, appelant le chevalier divin et disant que devenir l'un d'eux a toujours été son rêve. Il les admire depuis toujours et supplie de les rejoindre, mais le tâcheur de couche juste à côté de lui interrompt, disant qu'il devrait juste tuer ce monstre. Arthur lui dit de faire attention à ce qu'il dit à propos des amis. Pourtant, le gars insiste sur le fait que ce gamin est le seul survivant de ce village. Il l'a même vu se transformer sans faire de vœux et utiliser un étrange pouvoir. Il est impossible qu'il soit humain. Laika essaie d'expliquer, mais, bam, une pichenette au visage envoie l'idiot valser. Et elle dit carrément que le garçon vient de lui sauver la vie, et malgré cela, il profère des bêtises, vraiment ingrats. Le gars est tout rouge, implorant le pardon, tandis que le protagoniste est surpris. Maintenant, Arthur se tourne vers Laika, voulant savoir ce qui se passe avec lui qui n'a pas fait de vœux. Laika dit qu'au moment où il allait prononcer ces mots, le démon est apparu, mais il a quand même acquis le pouvoir de se battre. Il a bu au calice sacré après qu'il ait changé, donc il a le pouvoir. Mais elle répond que sans vœux, il est impossible d'acquérir un tel pouvoir. Alors, qu'est-ce qui lui a été pris exactement, ou pourquoi le pouvoir s'est-il éveillé? Laika hésite sur ces mots jusqu'à ce qu'elle dise qu'il a capté son intérêt. Elle veut voir ce pouvoir qu'il est censé avoir. Il ne comprend pas vraiment, mais elle lui dit simplement d'activer ce que c'est parce qu'elle veut le voir de ses propres yeux. Le problème est qu'il n'a aucune idée de comment activer ce pouvoir. C'est seulement arrivé tout seul quand il a drainé du calice. Arthur croise les bras et dit que c'est facile à régler. Elle attrape le garçon et le lance tout droit, une fusée adolescente décollant au-delà de la stratosphère. D'en bas, elle crie que maintenant tout ce qu'il a à faire est de démarrer ce pouvoir. Sinon, il va tomber et mourir. Alors que son compagnon la traite de démon, Laika dégringole dans le ciel, pensant, qu'est-ce qu'il y a avec cette femme, les gars? Il traverse les nuages, réalisant que si ce pouvoir ne s'active pas, il est fini. Pire encore, au milieu du ciel, ce qui ressemble à un démon croise son regard, le laissant confus. Du sol, Arthur mentionne calmement qu'elle a oublié que c'était le territoire des oiseaux mangeurs de ciel. Son compagnon crie que ce n'est pas le moment d'être aussi détendu. Le gamin va définitivement se faire manger. Mais avant même qu'elle ne puisse répondre, la bête l'avale, et les deux se tiennent juste là, réalisant qu'ils ont foiré. Immédiatement, l'homme s'envole dans les airs, disant qu'il devra l'aider. Et, honnêtement, l'histoire est vraiment tout droit sortie de Dragon Ball Z. Elle admet que c'est inattendu, mais peut-être que c'est la chance parfaite de faire ressortir le pouvoir du garçon. Le compagnon réplique qu'elle doit vraiment être un démon. Pendant ce temps, là-haut dans le ciel, Laika est coincée dans le ventre de la bête, se sentant corrodée. Tout autour de lui ne sont que les restes des victimes. Il sait que s'il reste là quelques heures de plus, il est mort, mais ça ne prendra même pas autant de temps. Il y a une autre créature qui arrive par derrière, prête à prendre une bouchée. Il devrait être mort en quelques secondes. Mais ensuite, il se souvient de ce gars à la tête rasée lui disant de juste mourir. Ça le met seulement plus en colère de penser qu'il est coincé ici à cause de ce gamin maudit de l'orphelinat qui a ouvert sa bouche. Vraiment, ses enfants et les chevaliers divins étaient les pires, mais il est hors de question qu'il accepte la mort dans un endroit comme celui-ci. Soudain, il se transforme à nouveau pendant que les entrailles de la créature l'attaquent de tous les côtés. En bas, celui aux cheveux bleus lui demande pourquoi elle est si imprudente. Elle répond que ce qu'elle veut savoir, c'est si le pouvoir de vaincre un démon non classifié seul pourrait réellement leur être bénéfique. Soudain, le ciel, l'estomac de la bête commence à gonfler et un X éclate sur sa poitrine, et le protagoniste le déchire. Il émerge du sommet de son corps, planant dans les airs. Alors qu'il est sur le point de toucher le sol, il tend la main et libère une rafale d'air, adoucissant sa chute. L'homme aux cheveux bleus se précipite pour l'aider, lui demandant s'il va bien, notant qu'il a l'air étrangement intact. Mais Arthur, à l'arrière-plan, dit qu'il est étrange qu'il ait réussi à tuer cette créature. Il aurait dû être au niveau d'un vice-commandant. Puis elle dit qu'il y a 15 ans, un bébé a été trouvé dans une maison abandonnée, et il semble qu'il ait beaucoup grandi depuis. N'est-ce pas, Karen? C'est vrai. C'est l'homme qui a sauvé le protagoniste au tout début. Plutôt fou. N'est-ce pas? L'a sauvé à l'époque et l'a rencontré à nouveau 15 ans plus tard. Mais Karen nie en savoir quoi que ce soit. En fait, il dit que pour ce garçon, il aurait peut-être été préférable qu'il soit mort à l'époque. À ce moment-là, Arthur appelle l'idiot à côté d'elle et annonce qu'elle va prendre cet enfant parce qu'ils ont besoin de garder ce pouvoir étrange sous leur surveillance. En plus de cela, elle dit qu'elle va leur donner quelques conseils. Dans la situation dans laquelle se trouve l'humanité maintenant, il n'y a rien de tel que de se soucier de l'identité de quelqu'un. Les humains ont besoin de toute l'aide qu'ils peuvent obtenir parce que le temps presse. La scène passe aux calèches. Sorti de nulle part,
il y a une ambiance grecque, et notre protagoniste y fait une sieste. J'imagine que ça a dû être un tour assez confortable. Qu'est-ce que tu fais, gamin? Reposant sa tête sur une cuisse, il prend la pire décision, roulant sur le côté, fuyant le contact d'une femme. D'accord. Cette femme l'a lancé dans le ciel. Honnêtement, ouais, il est probablement préférable de courir. Il demande où il est, puis remarque qu'il est à l'intérieur d'une sorte de calèche volante. Arthur explique qu'ils sont à court de temps, ils ont donc dû partir avant qu'il ne se réveille. C'est dommage qu'il n'ait pu dire au revoir à personne là-bas. Il rit un peu, disant que c'est drôle qu'elle ait même mentionné ça, mais ensuite ça le frappe, et il demande si ça veut dire qu'il fait partie de l'ordre de la nuit maintenant. Elle dit, oui. À partir d'aujourd'hui, il est sous la garde des chevaliers. Il ne comprend pas vraiment, se demandant ce que signifie sous leur garde. Elle explique que son existence est une irrégularité, même pour eux. Ils ne savent pas encore si on peut lui faire confiance, et ce sont ses actions qui le détermineront. Il dit qu'il comprend, mais il veut savoir ce qu'il est arrivé à l'orphelinat. Karen explique que les zones critiques du bâtiment ont été détruites, il a donc été décidé de le fermer officiellement. Tous les enfants et le personnel seront séparés et envoyés dans d'autres orphelinats. Arthur ajoute que le plus triste est que la plupart de ses enfants étaient sur le point de faire leurs vœux. Elle demande ensuite s'il y a quelqu'un comme une petite amie. Se souvenant seulement de l'humiliation qu'il a subie, il répond que non. Absolument personne. Mais plus important encore, il veut savoir où ils vont. Elle explique qu'ils se dirigent vers la caserne dans la capitale Sainte-Dalla, un endroit rempli d'innombrables chevaliers et autres cadets comme lui. Il se prépare à défendre cet endroit car la grande calamité de l'âge mythique pourrait se reproduire à tout moment. Il ne comprend pas ce qu'elle veut dire, elle lui dit juste de regarder par la fenêtre. Dehors, le ciel commence à se fissurer. Au début de l'histoire, il était question de cette rupture dans les cieux. D'elle jaillir d'innombrables monstres et êtres d'un autre monde. Mené par le roi démon, souverain d'un autre royaume, il cherchait à devenir les dieux de celui-ci. Le roi démon et ses démons célestes ont réussi à conquérir et à détruire des parties de cette terre, la souillant d'essence démoniaque. Mais à la fin, l'ordre des guerriers divins a réussi à le chasser. Les démons ont été encerclés et scellés aux extrémités du continent. C'est la seule raison pour laquelle les humains ont encore des terres habitables. Le problème est que la population ne cesse de diminuer et qu'il est de plus en plus difficile de défendre le territoire. Elle ne sait pas pourquoi ces ruptures sont revenues. La seule chose qu'ils savent, c'est qu'il va se passer quelque chose d'encore plus grand qu'avant, et que les seuls qui peuvent s'y opposer sont les chevaliers. Laika ne comprend toujours pas très bien quand elle se penche soudainement, pose sa main sur son visage et dit qu'elle a beaucoup d'espoir en son pouvoir. Le protagoniste rougit écarlate, et, honnêtement, j'ai pu dire que cette femme était dangereuse dès l'instant où j'ai vu comment l'artiste dessinait ses proportions. Il est assis là, genre, et, Arthur. Qu'est-ce qui se passe? Elle se rapproche et dit qu'elle a vu une étrange lumière dans ses yeux une fois transformés. Cette explosion qu'il a déclenchée avec l'épée et la façon dont son bras s'est régénéré après avoir été coupé, elle a trouvé un pouvoir qui l'intéresse vraiment. Elle ne sait pas ce qu'il a offert dans son vœu, mais elle veut qu'il l'utilise à leur côté dans ce combat. Et puis elle lèche une goutte de sueur qui coule le long de son menton. Mon Dieu, cette femme est bizarre. Le protagoniste est d'accord, disant, d'accord. Il va aider. Que peux-tu faire d'autre? Puis elle le frappe soudainement du pied, disant que si c'est le cas, elle a du travail pour lui tout de suite. Je me bats pour frapper le sol comme un idiot, mais au lieu de cela, le garçon rebondit sur un tronc d'arbre et atterrit sur ses pieds sans problème. À ce moment-là, il réalise que son corps n'a subi aucun dommage. Étrangement, il se sent en fait beaucoup plus fort. D'en haut, elle crie que ceux qui forment la meute acquièrent deux types de pouvoirs, des capacités spéciales comme son épée et des capacités physiques qui surpassent radicalement celles d'un humain normal. Et maintenant, il doit comprendre que l'ordre des chevaliers ne se contente pas de tuer des monstres. Ils doivent aussi nettoyer les ordures, et c'est son tout premier travail. Une fois qu'il aura terminé, il pourra se rendre en ville, mais il ferait mieux de faire attention à ne pas se tromper de chemin. Le protagoniste est complètement perdu, se demandant ce qu'elle voulait dire par nettoyer les ordures quand il entend des pas à proximité et quelqu'un dit que c'était de justesse. L'un d'eux demande si les chevaliers dans la voiture sont déjà partis. Le type mal rasé devant veut savoir qui est ce gamin. Ils ont entendu un grand bruit et veulent savoir si c'est lui qui l'a fait. Leka n'a aucune idée de qui sont ces gens ni pourquoi ils traînent au milieu de la forêt. L'homme demande s'il est un enfant abandonné ou quelqu'un qui a perdu sa famille à cause de monstres. Une autre voix intervient en disant que cela n'a pas d'importance. Ils vont juste le capturer et le vendre. L'argent, c'est l'argent. Immédiatement, Aleka se rend compte que ces types sont des bandits, et peut-être que ce travail de nettoyage signifiait les éliminer. Regardant sur le côté, il voit l'un d'eux porter 3 petits enfants, et l'homme lui dit de venir avec lui avant de se blesser. Même si quelqu'un l'achète plus tard, il ne pourra rien garantir. Laika voit ses enfants et se souvient qu'il a vécu la même chose une fois, et le gros dit aux enfants de se taire et de se déplacer. Mais le protagoniste intervient, lui disant de laisser partir les enfants, sinon il va le déchiqueter. L'aura du garçon s'embrase, tue-lui-t-il, et il déclare que la première tâche que son commandant lui a confiée en tant que membre des chevaliers est de se débarrasser d'eux.
Le voyou dit qu'il se fiche de qui est ce gamin. Il est sur leur territoire, alors qu'il aille se faire voir. Ils vont le finir tout de suite, et tout le monde charge. La lumière clignote de partout, et en un instant, le garçon disparaît. Une seconde plus tard, il est à côté des enfants, son aura rayonnant si violemment que les voyous commencent à trembler. Les enfants sont confus, et le grand tire une flèche. Quel gâchis de tous ses muscles. En un clin d'œil, le protagoniste se transforme en un flou. Le voyou se demande où il est allé puis regarde sur le côté et le voit se tenir là, ressemblant carrément à Killua. Je veux dire, allez. C'est un copier-coller. Une autre flèche vole tout aussi inutilement, et le garçon répond encore plus fort. Il déclenche un brasier massif, projetant un mur de feu devant tout le monde. Des flammes, il sort avec ses longs cheveux flottants, et, honnêtement, je pense que ce serait encore plus cool s'ils étaient blancs. Il lance ce petit regard, et avant que les bandits ne puissent réagir, il les tranche tous, tranchant les corps proprement en deux, des retouches Photoshop partout. C'est quoi ce bordel? Le combat est terminé en une seule case, les corps brûlant déjà sur le sol. Meléka sent que quelque chose ne va pas, puis quelqu'un derrière lui crie de ne pas bouger. Il se retourne et voit l'un des bandits avec un couteau à la gorge d'un enfant, avertissant que s'il fait un pas en avant, l'enfant meurt. L'homme fixe froidement, réalisant qu'un de ces hommes a survécu après tout. Il se fige un instant, du sang coulant sur la joue de l'enfant. Le protagoniste baisse son épée et dit qu'il comprend. Il fait un cinéma pas possible, lui disant qu'il ne s'approchera pas, alors laisse les enfants partir. Le bandit refuse, disant pas question. Ces gamins sont une marchandise de valeur. Et en plus, c'est quoi ce gamin, en fait? Il ajoute que comme ces gamins ont déjà perdu leur famille à cause des démons, autant qu'ils soient vendus et finissent en nourriture pour monstres. Même si c'est juste un vieux pervers crasseux, au moins il survivrait. Mais avant qu'il puisse finir, quelque chose passe en un éclair et son bras est coupé net par le feu. Le cinéma du protagoniste était intelligent. Il a visé directement le bras qui tenait le couteau. Il sort même la phrase culte. Je t'avais dit que je ne m'approcherais pas. Et mince, pas juste le bras. La tête entière vole aussi. C'est quoi ce bordel? Bon, c'est vrai. Mieux que de simplement couper la main qui tient le couteau, c'est de tuer ce salaud sur le coup. Mon Dieu. Je peux même le voir comme ça. Le protagoniste est abasourdi. Il s'est battu juste une seconde pour répandre cette étrange flamme sur le sol, et ça a vraiment marché. Il n'avait jamais imaginé que ça puisse être aussi puissant. Il a ensuite demandé au gamin s'il allait bien vu qu'il tremble de partout. Et, bien sûr, c'est normal. Il doit être terrifié. Mais ensuite, l'enfant prend soudainement son courage à deux mains et serre sa jambe. Notre garçon le caresse doucement et dit que c'était vraiment effrayant. L'instant d'après, le gamin a de nouveau peur quand Arthur s'approche, tandis que Lika brûle de l'aura comme un fou, 10 000 unités par seconde. Puis il finit par se détransformer, épuisé, et s'effondre au sol en plein milieu des enfants. Pendant ce temps, de retour au château, Karen arrive furieuse, demandant ce qui se passe, et surprise, le gamin amène le protagoniste. À quoi d'autre s'attendait-il? Ils disent que c'est lui qui leur a donné les indications. Karen s'approche furieuse que ce salaud puisse faire une chose pareille. Il hisse Laika sur son épaule, le traitant de honte pour avoir causé des problèmes aux personnes même qu'il aurait dû sauver. Étrangement, le garçon bave dans son sommeil, se reposant paisiblement, tandis que Karen grommelle que c'est un échec de sa part. Maintenant, il veut savoir ce qu'il devrait faire de lui. Là-haut, un groupe observé, bam, bienvenue Fran, une autre nouvelle alliée qui dit que son visage endormi est adorable. Kenneth murmure que son cœur est trop tendre. Pour lui, ce garçon reçoit un X. Le gros bras griffe dit que c'est une honte d'être aussi épuisé par quelque chose d'aussi simple qu'une mission de nettoyage. Jacques ajoute qu'il est déçu compte tenu de tout ce qu'ils ont entendu sur le gamin. Mais depuis son siège sur le trône, Arthur, le magnifique, dit qu'il juge un garçon qui vient tout juste de s'éveiller. Ils sont bien trop durs. À ses yeux, ils continueront à l'observer, et c'est ce qui a été décidé. Mais, évidemment, ils s'attendent à ce qu'il montre beaucoup plus de progrès la prochaine fois. La scène se déplace vers une autre partie du château. Des fruits sur la table, un banquet préparé pour notre garçon qui bave encore, pétillant de joie. Il a du mal à croire que tout cela est vraiment pour lui. Il commence à tout manger en vue, et quelqu'un lui offre même une tasse pour boire. Il y a même des femmes de chambre qui s'affairent. Il s'excuse d'être en retard à ses devoirs, mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter. Il peut prendre tout le temps qu'il veut et manger autant qu'il le souhaite. Laquais réalise que contrairement à l'orphelinat, ici, il peut enfin manger en paix sans que personne n'interfère. Vraiment, rejoindre l'ordre des chevaliers en valait la peine, mais ensuite quelqu'un l'appelle. Un garçon à l'arrière demande s'il est Lika. Le protagoniste se tourne maladroitement et dit oui. Le garçon s'approche de son visage, le fixant du regard, le laissant confus. Il se détourne en disant qu'il a vraiment une tête d'idiot et lui ordonne de le suivre, disant qu'ils sont sur le point de découvrir s'il est un idiot utile ou inutile. Laquais déconcerté. Qui est ce type qui apparaît de nulle part en disant des choses comme ça? L'homme se présente comme Kenneth. Il est le second aux commandes. Le protagoniste est un peu secoué, mais Kenneth lui dit juste de se taire et de suivre.
Puis il se tourne vers la fille à côté d'eux en demandant combien de temps elle va continuer à porter cette tenue, et soudain, tout devient clair. Pourquoi il y avait autant de femmes de chambre? C'est en fait Fran déguisée en l'une d'elles. Apparemment, la fille est une cosplayeuse. La scène se déplace ensuite vers une forêt où Elika marche avec les deux. Il est nerveux, mais Fran lui dit de ne pas s'inquiéter. Ils ont beaucoup de travail à faire, mais leur but ultime est que tout le monde revienne en toute sécurité sans une égratignure. Il dit qu'il comprend, tandis que Mick n'arrive toujours pas à croire que c'est la même personne qu'avant. Cette fille était-elle vraiment si importante? Kenneth dit qu'ils sont presque arrivés, et Fran explique qu'elle va raconter l'histoire à nouveau. Il semble qu'à l'extérieur de la capitale royale, des monstres ont été repérés aujourd'hui. Pour éviter tout dommage, l'armée a décidé d'agir rapidement, ils ont donc été envoyés même sans grande certitude. Évidemment, ils sont surtout là pour voir ce dont Leka est capable. Puisqu'il rejoint l'ordre maintenant, ils doivent tester son pouvoir. La commandante elle-même se demandait quoi faire de lui, il peut donc prendre tout cela comme une sorte d'évaluation. Laika n'est pas très enthousiaste à ce sujet, car cela signifie qu'il pourrait encore perdre sa place chez les chevaliers. Mais cette insécurité disparaît au moment où le grand s'approche, lui tapote doucement et dit qu'elle a de grandes attentes envers lui. Elle a entendu dire par le commandant qu'il a des capacités particulières. Son expression change tout de suite, et il sourit en disant qu'elle peut compter sur lui. Ça va être facile. Il veut savoir immédiatement qui sont les ennemis, qui sont les monstres qu'il va éliminer. Kenneth rétorque qu'il est bien confiant pour quelqu'un qui a dû être porté par des enfants après les avoir sauvés. Il se moque de Laika pour se souvenir. S'il décide qu'il est inutile, il sera expulsé des nuits. À en juger par sa tête d'idiot, c'est le résultat le plus probable. Laika lui dit d'arrêter de jacasser, en lui demandant pourquoi il fait toujours le dur. Ils ont probablement le même âge de toute façon. Alors pourquoi il se prend pour un supérieur? Honnêtement, Kenneth a l'air épuisé s'il a vraiment le même âge que notre protagoniste. Fran intervient pour arranger les choses, en leur disant d'arrêter de se battre. Elle s'excuse auprès de Laika et explique que Kenneth a fait le vœu d'être toujours brutalement honnête. Cela ne fait qu'ennuyer davantage Laika parce que maintenant il sait au fond de lui que Kenneth pense vraiment qu'il est un idiot. Kenneth le confirme et demande ensuite ce qui se passe avec lui, sans faire de vœux. Laika dit que ça n'a pas d'importance, mais Kenneth insiste sur le fait que c'est étrange parce que leurs pouvoirs viennent des vœux qu'ils font. Plus le sacrifice est grand, plus le pouvoir est grand. Laika pense à lui-même, vraiment? Cela ne ressemble guère à un sacrifice. Trop facile. Dans Hunter x Hunter, c'était bien plus intense. Le protagoniste est sur le point de dire qu'il le sait déjà quand, bam, une arme apparaît soudainement à l'arrière de sa tête. Kenneth lui dit qu'en 6 mois, généralement un tiers des recrues meurent ou sont brisés par les vœux qu'elles font. Mais Laika est plus concentrée sur la façon dont Kenneth a réussi à apparaître derrière lui sans qu'il s'en aperçoive. Kenneth le regarde fixement, exigeant de savoir comment il a osé rejoindre l'ordre sans rien sacrifier. Il est sur le point d'appuyer sur la gâchette quand Laika hésite, et Fran attrape soudainement son bras, disant à Kenneth que c'est plus cassé. À ce moment-là, l'aura de Laika s'embrase, et il avoue qu'il n'a vraiment fait aucun vœu. Mais le commandant l'a accepté, et il est hors de question qu'il retourne à cet orphelinat. Quoi qu'il faille faire pour rejoindre les chevaliers, il donnera tout ce qu'il a. Kenneth est stupéfait. Le garçon attrape son pistolet, et il disparaît. Il ne comprend pas comment quelque chose vient de détruire son arme divine, et il commence à en invoquer une autre. Fran interrompt, leur disant à tous les deux d'arrêter. Elle aime l'énergie et la détermination, mais à partir de maintenant, c'est à son tour. Et juste comme ça, oh, non. Elle dit que des monstres les fixent, et qu'il est temps de se mettre au travail. C'est là que j'ai remarqué qu'elle a sorti une énorme fourchette, et les créatures massives les regardent fixement. Le premier charge, et tous les trois esquivent. Mais ensuite, la créature se déchaîne avec une queue venimeuse, éclaboussant un liquide sur un arbre qui le traverse directement. C'est un singe bizarre avec une queue de serpent. Laika veut savoir pourquoi il a fondu comme ça. Kenneth lui dit juste de ne pas toucher la queue. Évidemment, c'est mortel. Puis 5 autres chargent Laika tous en même temps. Il esquive une frappe, glisse devant une autre, en murmurant que ces bêtes trichent carrément. Pendant ce temps, Fran sourit, fait signe d'au revoir et leur dit à tous les deux de s'en occuper maintenant. Laika est confus, se demandant si elle ne va vraiment pas aider, mais la fille est déjà partie, tuant avec désinvolture quelques-uns au passage, en disant qu'elle sait qu'il doit y avoir quelqu'un qui contrôle tout ça, et qu'elle va les traquer. Elle se précipite en avant pendant que le protagoniste. Puis soudain, Laika voit Kenneth sortir à nouveau 2 énormes pistolets. Pendant une seconde, on dirait qu'il vise la tête de Laika, mais au lieu de ça, il tire sur le singe qui rampe derrière lui. Il se lamente que si Laika a l'intention de rejoindre l'ordre des chevaliers en paniquant comme ça, il pourrait aussi bien abandonner maintenant. Une autre bête saute sur Laika par derrière, mais cette fois, il sort son épée et la tranche vers le bas, en disant qu'il ne rejoindra en aucun cas cet ordre et ne prouvera sa valeur. Kenneth dit juste que ses paroles sont vides. S'il veut prouver quelque chose, il devrait le faire par ses actions. Ils se séparent, Kenneth verrouillé comme un imbeau fauchant les singes à gauche et à droite, tandis que le protagoniste charge avec son épée,
saute sur le premier, et le tranche vers le bas, en sortant 4 d'un seul mouvement, leur corps s'effondrant au sol en morceaux. Mais pendant qu'il les découpe, il remarque que Kenneth anéantit complètement tout ce qui l'entoure. Zut! L'artiste s'est vraiment lâché en dessinant une montagne de singes morts empilés autour du gars, et Laika réalise que ce n'est pas étonnant que ce salaud soit le vice-commandant. Même si son épée est forte, elle ne peut pas se comparer à cette puissance de feu destructrice. 2 autres bêtes se précipitent sur lui, et il réactive son épée. Mais cette fois, elle libère une étrange flamme qui jaillit vers l'extérieur dans l'air. Il se souvient que plus la flamme est grande, plus son énergie s'épuise rapidement, et à ce rythme, il va s'effondrer comme il l'a fait avec les enfants. Pendant ce temps, Kenneth cultive des mamans comme un point d'apparition cassé, en disant à Lika que s'il continue à tuer si peu, il pourrait aussi bien s'asseoir à l'ombre. Le protagoniste n'arrive pas à s'en faire à la tête. Ce type n'arrête pas de tirer une seule seconde, et il n'est même pas à court de souffle. Le fossé entre eux est énorme. Alors il demande honnêtement, comment diable ces munitions ne s'épuisent-elles jamais? Kenneth explique que ces armes sont des armes divines, et que les balles sont formées à partir de mana. Pendant un instant, Laika trouve ça drôle qu'il déballe tout, mais se souvient ensuite de ce que Fran a dit. Il ne peut littéralement pas mentir. En même temps, il remarque les œuvres d'art divines de Kenneth différemment des siennes. Alors que Kenneth utilise le mana pour créer chaque balle, le pouvoir de Laika s'écoule continuellement de son corps. Le problème, c'est que même en sachant ça, ce n'est pas comme s'il pouvait faire apparaître des pistolets de nulle part. Et s'il continue comme ça, le résultat est évident. Il se fige, et Kenneth lui demande s'il va déjà abandonner. Il continue de tirer, en disant que le garçon ne peut pas s'adapter, ne peut pas trouver un plan, et n'a clairement pas sa place dans les nuits. Il dit même que dès qu'ils reviendront, il signalera au capitaine que Laika ne mérite pas d'être ici. Mais alors Kenneth ressent soudainement quelque chose d'étrange. En regardant en arrière, il voit une épée massive se former dans le ciel. Laika dit que les ruses n'ont jamais été son truc, alors il oubliera l'efficacité et le coup en mana. Les bêtes massives hurlent. Kenneth essaie d'esquiver, et Laika déclare qu'avec une seule frappe, il va tout finir. La lame s'écrase directement au milieu de la horde, et l'impact balaie toute la forêt. De haut, Kenneth regarde le cratère de la taille d'un volcan qu'il a créé et murmure que c'était incroyablement dangereux. Il redescend et trouve Laika effondré, haletant. Je ne peux même pas lever le petit doigt. Mais ensuite, il exige de savoir si ce bâtard l'a vu. Kenneth a passé tout ce temps à tirer, mais Laika en a tué beaucoup plus d'un seul coup. Ils devront admettre son potentiel maintenant. Kenneth, cependant, reste silencieux, regardant avec confusion. De chacun des cadavres, une étrange ligne coule vers le sol. Il crie soudainement qu'ils se tiennent au milieu d'un piège et dit à Laika de courir. Le sol commence à trembler, et une bouche géante avec une longue langue jaillit sous eux deux. Laika jette un coup d'œil sur le côté, terrifié, et balance la puissance de son épée et façonne une corde pour que les deux puissent s'accrocher et ne pas tomber. Kenneth explique rapidement que ce monstre utilise les singes comme appât pour dévorer d'autres créatures. Le problème est que le protagoniste a brûlé trop d'énergie plus tôt et ne peut plus se battre maintenant. Attends. Était-ce Kenneth qui volait comme dans Dragon Ball Z? On dirait que ses pouvoirs sont épuisés aussi. La langue se déchaîne, les liant tous les deux. Laika crie à cette chose de lâcher prise quand soudain quelque chose apparaît dans le ciel. Fram, belle comme toujours, arrive sous une forme géante, disant que puisque la bête a ouvert une bouche aussi énorme, elle n'aura qu'à s'en occuper. Sa cuillère s'agrandit en quelque chose de colossal, et elle l'enfonce directement dans la gueule de la créature, la projetant vers le haut. Elle creuse profondément sous la bête, révélant ce qui est probablement le véritable propriétaire de cette gueule massive. Elle se précipite en avant, déchaînant une rafale de coups, tranchant complètement la créature. Les deux s'écrasent maladroitement au sol, et Fran s'approche dans cette petite jupe, leur disant qu'ils ont bien pris soin des singes. Elle dit qu'elle a senti la présence d'un puissant démon mais ne s'attendait pas à ce qu'il apparaisse sous cette forme. Au moins, elle est heureuse que les deux soient devenus des amis proches, bien qu'il soit clair que ni Laika ni Kenneth ne diraient qu'ils sont si amicaux pour l'instant. Après s'être libérée du tome, Laika est stupéfait de ce qu'elle vient de faire. D'un simple geste soulevant la créature vers le ciel, elle a résolu ce qui lui avait semblé impossible. Elle était vraiment à un niveau complètement différent. Ce qu'il ne comprend pas, c'est pourquoi ses mains sont jointes après coup. Puis ça fait tilt. Elle prie. Fran a expliqué qu'ils ne le savent peut-être pas, mais chaque démon était à l'origine humain. Après sa subjugation, elle aime prier. Ce qui est arrivé à ces pauvres gens, c'est qu'ils ont été exposés à la magie noire. C'est ainsi qu'ils sont devenus des monstres. Laika hoche la tête, disant qu'il comprend, tandis que Kenneth souligne quelque chose d'étrange. Il n'a jamais entendu parler d'un réservoir magique aussi grand dans la région, assez puissant pour créer une créature comme celle-là. Et le fait qu'il soit apparu si près de la capitale est encore moins logique. Fran convient que cela semblait déplacé. Soudain, Fran sent quelque chose d'étrange et crie à tout le monde de courir. Ils ne comprennent pas pourquoi jusqu'à ce que le sol commence à trembler. Puis une voix dit qu'il pensait avoir envoyé l'une des créatures les plus impressionnantes qu'il ait jamais eues. Quelqu'un marche sur le dos du trio, et quand il se retourne, une silhouette à capuche s'approche.
Fran a l'air complètement secoué. L'homme dit qu'il n'arrive pas à croire qu'elle ait réussi à trancher son enfant comme ça. Les humains avec leur visage trompeur sont vraiment des créatures dégoûtantes. Fran est plus alarmée par le fait qu'il les qualifiait d'enfants. Elle exige de savoir qui il est, mais l'homme lève simplement son pouce, le pointe vers le bas et claque instantanément les trois au sol. Lika sait qu'il n'y a aucun moyen qu'il puisse gérer ça. Fran, qui est bien plus forte que lui, n'a aucune chance. Kenneth, cependant, est toujours provocateur. Il sort son énorme pistolet et crie que ce salaud ne s'en tirera pas comme ça. L'homme se contente de sourire, le traitant de vilain petit enfant. Des flammes rouges s'allument soudainement le long de son bras. L'homme marqué dit que ça va. Il va simplement les reconstruire tous. Pas de souci. Ils seront même plus forts qu'avant, tout comme celui qu'il est sur le point de créer maintenant. La créature que Fran avait tranchée commence à se réassembler, ramenée vers lui. Quelque chose d'horrifiant prend forme sous les yeux de Laika, le laissant incrédule. Le monstre réformé a maintenant un cerveau avec une bouche béante dans le ventre, un œil géant, et, merde, il attrape Fran. Non, ne fais pas ça. Vous n'avez que 2 femmes dans cette histoire. Ne la mordez pas. Le protagoniste regarde avec stupéfaction. Allez, protagoniste. Fais quelque chose. Réveille-toi enfin. Il le fait. Dieu merci. Le démon recule de surprise. Fran a l'air confuse. Kenneth regarde, et notre garçon se lève avec ses longs cheveux flottants, regardant avec une rage pure. Kenneth n'arrive pas à y croire. Notre garçon vient de réussir le coup classique de la boule d'énergie miniature et l'a lancé droit sur le monstre. Boum, ça a ouvert un cratère dans la chose. Fran reste là, incrédule, pendant qu'il se pavane, mais ce n'était que ça. Il a tué la créature, puis s'est immédiatement détransformé. La silhouette marquée, cependant, est maintenant intriguée par le gamin, disant qu'il est vraiment incroyable. Se déplacer comme ça sous un champ gravitationnel aussi écrasant aurait dû être impossible. Et en plus de ça, il est certain que la flamme d'avant n'est pas censée exister dans ce monde. Il s'approche comme un relou, disant à quel point il est intéressant et demandant pardon. Soudain, il ouvre la pupille du garçon et voit quelque chose de rouge briller à l'intérieur. À ce moment-là, il murmure qu'il comprend. Le garçon a conclu un pacte avec un dieu d'un autre monde. Mais penser qu'il a offert quelque chose comme ça, c'est de la folie. Pendant que l'homme est perdu dans son monologue, le protagoniste enfonce une frappe directement dans sa poitrine. Il se moque même de lui, disant que le salaud parle trop. La silhouette entière commence à se désintégrer, ne laissant que ses vêtements sur le sol. Leka s'effondre alors face contre terre, et les 2 autres trébuchent en arrière, se demandant s'il l'a vraiment tué. Fran pense que c'est quasiment impossible. Elle vérifie les vêtements et découvre que ce qu'il reste est une sorte de marionnette. Qui que ce soit, il la contrôle à distance. Les 2 essaient de réveiller Lika, mais il dort paisiblement au pays des rêves. Fran, cependant, est secoué par cette étrange marionnette qui pourrait engendrer des créatures. Quel genre de pouvoir faut-il pour les écraser tous les 3 si facilement de loin? Puis elle l'aide soudainement, demandant si cela pourrait être le maître de la magie, le commandant Tempeste. Coupé sur un village tout droit sorti d'un jeu mobile, une petite fille ouvre la porte et appelle Tempeste. Et c'est Rimuru? Un homme avec un livre sur le visage disant que la journée est trop belle, et qu'il n'est qu'un vieil homme qui veut se reposer un peu. Il a les cheveux longs, un peu comme une version plus mince et plus dégingandée de Laika. Il dit qu'il a trouvé quelque chose de merveilleux, et son cœur bat la chamade. La fille le taquine, disant qu'il a toujours été un rêveur distrait. Il claque des doigts, se sert du thé, disant qu'il préfère être paresseux de toute façon. Puis, alors qu'il regarde le ciel se fissurer, il dit qu'à partir de maintenant, des choses passionnantes vont se produire. Pendant ce temps, le groupe ramène Laika. Kenneth grommelle en lui disant de se réveiller, disant qu'il ne veut pas le traîner jusqu'à la capitale. Mais le protagoniste est perdu et pense à cet homme étrange et à ce qu'il a dit. Que ai-je offert exactement pour gagner ce genre de pouvoir? Était-ce quelque chose comme « Tu deviendras un monstre, tuant tout ?» De retour à la base des chevaliers, le bruit court que le garçon a conclu un pacte avec un dieu d'un autre monde. L'endroit est une caserne souterraine, et Grift insiste sur le fait que si c'est vrai, alors il s'oppose au fondement même de l'ordre des chevaliers. Je suis toujours confus de savoir si le vice-commandant Jacques est un homme ou une femme. Le style de cet artiste rend difficile de le dire. Ils ont des bras énormes, mais on dirait aussi qu'ils ont une poitrine. Quoi qu'il en soit, Jacques souligne qu'il semble que le garçon ait produit une arme divine gigantesque. C'est clair. Karen est d'accord, disant que le gamin a déjà prouvé qu'il était valable au combat à 2 reprises maintenant. De plus, ils ne peuvent pas simplement faire aveuglément confiance à ce qu'une marionnette effrayante a dit devant tout le monde. La blonde, cependant, dit qu'il semble qu'il y ait quelque chose impliquant le maître de la magie, et le risque est tout simplement trop grand. Cette organisation n'a pas de place pour l'incertitude parce que tout ce que ces gens plantent mène au chaos. C'est le vice-commandant Gavin qui fixe Arthur avec des yeux ronds. Elle répond qu'elle veut entendre l'opinion de Fran puisqu'elle était là sur le moment. Fran répond que lorsque cette créature est apparue, elle et Kenneth ne pouvaient même pas se tenir debout. Si Laika n'avait pas été là, il serait mort, c'est sûr. Mais en même temps,
Fran a noté que peut-être Laika lui-même ne pouvait pas contrôler correctement ce pouvoir. Gavin a ajouté qu'il avait mal à chaque fois que le garçon utilisait ses capacités. Il a fini complètement épuisé et inconscient. Comment pourrait-il compter sur quelqu'un comme ça ou s'attendre à ce qu'il finisse par le maîtriser? Honnêtement, je préférerais avoir quelqu'un d'imprudent dans mon équipe que d'avoir tout le monde mort. Arthur y a réfléchi et a dit qu'elle comprenait. Il avait du mal à contrôler ce pouvoir parce qu'il venait d'un autre monde. Qu'il soit apte ou non à devenir un chevalier, c'était quelque chose qu'il devrait déterminer avec le temps. Tout le monde la regarda, et elle déclara qu'étant donné tout, elle voulait savoir ce qui convaincrait Gavin. Il répondit que le garçon devrait réussir l'épreuve de la flamme gardienne. C'était le strict minimum pour lui permettre d'entrer dans l'équipe. Apparemment, ce n'était pas une petite chose. Tout le monde avait l'air choqué, mais Arthur se tourna immédiatement et dit qu'elle avait pris sa décision. Elle ordonna à Jacques de soigner le garçon puisqu'il l'enverrait directement en enfer, alors il valait mieux qu'il soit en un seul morceau. Pendant ce temps, Laika luttait, se souvenant encore de ce que l'homme à capuche avait dit à propos de sa rencontre avec un dieu d'un autre monde. C'était fou de penser qu'il avait offert quelque chose comme ça. Il murmura que ce type était dégoûtant, puis soudain il se réveilla, lui criant de se taire. Mais il était seulement dans sa chambre avec Kenneth à ses côtés en train de lire un livre disant qu'il s'était enfin réveillé. Même avec les techniques de récupération utilisées sur lui, cela avait pris une éternité. Le protagoniste voulait savoir où était cet homme dangereux, mais Kenneth lui a dit de se détendre. Le danger immédiat était passé. Kenneth, un peu troublé, semblait sur le point de le remercier, et Laika le pressa, lui demandant ce qu'il voulait dire. Kenneth admit qu'il était allé vérifier la voûte parce qu'il voulait le remercier. Sans Laika, ils seraient tous morts. Il avait peur que Laika ne se réveille pas. Le protagoniste était confus. Il ne s'attendait pas à ce que Kenneth s'inquiète pour lui. Mais Kenneth répondit que, bien sûr, il l'avait fait puisque Laika était celui qui les avait sauvés. Laika pensa que ce salaud ne pouvait vraiment pas mentir, et Kenneth dit que cela n'avait pas d'importance. Fran est entré, et Laika s'est frotté le visage maladroitement, réalisant que son temps de repos était terminé. Son avenir avait déjà été décidé. Il devrait passer l'épreuve de la flamme gardienne. Kenneth avait l'air alarmé, tandis que le protagoniste ne comprenait pas. Kenneth a expliqué que c'était de la folie. Le garçon venait d'arriver, un amateur complet, et il voulait l'envoyer dans un endroit comme celui-là. Karen s'est alors avancée, disant qu'il était l'administrateur de cette épreuve. Laika a marmonné en arrière-plan que ça allait. S'il réussissait, il serait reconnu comme membre. Mais Kenneth l'a corrigé. Ce n'était pas un test pour devenir membre, mais pour devenir l'un des dirigeants. Normalement, on ne pourrait même pas penser à tenter le coup avant d'innombrables batailles et reconnaissances. Et pourtant, il l'envoyait, lui qui venait de rejoindre l'équipe et apprenait encore à utiliser la magie, dans la même épreuve qu'un bourreau. Kiran a dit au garçon de prendre ça au sérieux. Habituellement, un tiers échouait. Un autre tiers devenait fou, et seul un petit nombre réussissait. Beaucoup de ceux qui échouaient mouraient aussi. Alors il ferait mieux de l'aborder avec sérieux s'il ne voulait pas que ce soit sa fin. Vraiment, ces humains doivent être les plus intelligents que j'ai jamais vus. L'apocalypse est juste à leur porte, prête à les anéantir, et ils inventent un test qui tue leurs propres soldats. C'est un solide 10 sur 10 pour toutes les personnes impliquées. Kenneth voulait entendre la réponse de Laika. Le garçon a hésité, disant qu'il ne comprenait pas ce qui était si difficile à ce sujet. D'ailleurs, il n'avait pas le choix. C'était le seul endroit qu'il avait maintenant. Alors, bien sûr, il a accepté. 5 jours plus tard, devant la grotte de l'épreuve, Karen a expliqué que le test se déroulerait en 2 parties. La première était de survivre à l'intérieur de la grotte pendant 3 jours. Il a demandé quelle était la deuxième partie, et l'homme lui montre une bougie. Il lui dit d'y verser son mana. Et dès que Laika le fait, une flamme s'allume. Karen explique qu'il doit s'assurer que la torche ne s'éteint jamais en la protégeant pendant 3 jours. Laika demande à l'escouade, et Karen dit que pendant 3 jours, cette flamme attirera tous les monstres à proximité. En d'autres termes, tout ce qu'il a à faire est de ne pas mourir. Et avec ça, le test le plus stupide de l'histoire humaine commence. Une fois à l'intérieur, Laika réalise qu'il est difficile de respirer. C'est peut-être ce que Karen a mentionné à propos de l'endroit rempli d'essence magique. La région nord a déjà plus de mana que d'habitude, et dans la grotte, la concentration est encore plus grande. C'est pourquoi les monstres ici sont absurdement forts comparés à ailleurs. Au moins, la mission elle-même semble simple, survivre et maintenir la flamme en vie. Une créature ressemblant à un serpent se jette sur lui. Il esquive, dégaine son épée et le coupe facilement. Mais il remarque tout de suite que parce qu'il a utilisé son propre mana, la bougie s'est enflammée, brûlant beaucoup plus fort. C'était aussi un moyen pour lui d'apprendre à contrôler la quantité d'énergie qu'il libérait puisque la flamme la révélerait. Il se concentre en essayant de calmer le feu, et après quelques efforts, il revient à la normale. Mais cette première fluctuation attire instantanément un essaim de bêtes, toutes bavant de faim. Laika se souvient de ce qu'ils ont dit. Soit il deviendrait membre, soit il mourrait ici. Les monstres se précipitent sur lui de tous les côtés pendant que les chevaliers regardent à travers un miroir magique. Kenneth commente que, comme il s'y attendait, c'est impossible.
Le garçon n'a aucune chance. C'est beaucoup trop tôt pour lui. Mais Karen répond que si le commandant a pris cette décision, cela signifie qu'elle n'accepterait rien de moins que quelque chose d'aussi extrême. Kenneth grommelle qu'il comprend, mais juste à ce moment-là, un autre interrompt, disant qu'il a le sentiment que le gamin pourrait réellement réussir. Lika est attaqué de tous les côtés, se demandant comment il est censé survivre 3 jours de ça alors que les créatures ne cessent de devenir plus fortes. À ce rythme, il sera submergé. Puis la flamme brûle soudainement plus fort que jamais. Il décide de le pousser encore plus loin, d'attirer absolument tout dans la grotte et de tout finir d'un coup. Le garçon ne fait pas les choses à moitié. Il passe directement de 0 à 100. Il crie pour que tout s'arrête, puis libère une explosion de son corps qui souffle jusqu'à l'entrée de la grotte, vaporisant chaque monstre. La caverne brille comme l'intérieur d'un volcan alors qu'il exige de savoir ce que ces imbéciles en pensent. Kenneth pense que c'est de la folie, mais, apparemment, le plan du garçon était de tout anéantir et de se reposer ensuite. Kiran, en revanche, a l'air excité. Il dit que si Laika parvient à le faire, ce serait incroyable. Mais, soudain, il leur dit d'attendre. Quelque chose ne va pas. Cette chose ne devrait pas être là. Il se demande si c'est l'œuvre de ce foutu bâtard. Laika s'assoit calmement, disant qu'au moins maintenant, il en a éliminé un tas et peut enfin se reposer. Mais ensuite, un étrange faisceau laser le traverse. En regardant en arrière, il voit une créature bizarre s'approcher, 4 pattes, 8 bras, hérissée d'épée. Il est confus, se demandant quel genre de bête c'est, tandis que Karen le reconnaît immédiatement. Bercera, une créature développée par les chevaliers eux-mêmes. En vérité, c'était un monstre conçu pour tuer d'autres monstres, et il n'était absolument pas censé être ici. Kiran contacte immédiatement la caserne exigeant de savoir si c'était leur fait. Ce test était seulement censé impliquer des monstres ordinaires. Gavin, le plus grand idiot vivant, admet qu'il testait juste un prototype. Il pensait que la situation était pratique, alors il l'a mis dans la grotte pour voir s'il tuerait quelques créatures. Par hasard, il s'est retrouvé dans le même procès. Karen rétorque qu'il n'y a aucune chance qu'il croie ses bêtises, mais Gavin répond froidement qu'il ferait mieux de ne même pas penser à sauver le garçon. Ce test est censé être difficile. S'il ne peut pas le gérer, alors il mérite d'échouer. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas besoin d'un gamin comme lui. Vraiment? Ce gamin a déjà sauvé 2 de leurs coéquipiers, donc l'accepter est tout à fait logique. Honnêtement, on dirait de plus en plus que ce fou de Gavin est le véritable ennemi de l'humanité. À ce moment-là, la servante Fran est dans la pièce, le rêve de tout homme. Elle cuisine à la maison et conquiert le monde extérieur, vraiment imparable. Gavin, cependant, se demande pourquoi elle s'abaisse à agir comme une servante. Elle dit que c'est juste un passe-temps. J'appelle ça un fétiche. Elle demande combien de sucre il veut. Il dit aucun. Elle répond qu'il semble étrangement joyeux aujourd'hui. Il répond qu'il ne pense pas. Mais peut-être qu'il est de meilleure humeur parce que dans cette organisation, moins il y a de problèmes, mieux c'est. Honnêtement, il est probablement heureux parce qu'il pense que Leka est sur le point de mourir. Et Leka est dans la grotte en train d'esquiver des lasers de gauche à droite, en lançant des boules d'énergie sur le monstre, les faisant exploser. Mais la créature est complètement impassible. Leka se demande pourquoi ses attaques, assez puissantes pour tuer tous les autres monstres, ne fonctionnent pas cette fois-ci. Pire encore, la flamme brûle toujours avec force, ce qui signifie que d'autres créatures pourraient bientôt être attirées par lui. Il esquive 2 autres frappes tandis que le monstre verrouille sa position. Leka sait qu'il ne peut pas continuer à déverser autant d'énergie. Le feu le draine, et bientôt d'autres apparaîtront. Mais que pouvait-il faire? Comment était-il censé abattre cette chose? Le monstre le fixe à nouveau alors qu'il se creuse la tête, cherchant sa faiblesse. Soudain, il arrête son assaut, mais à la seconde où Lika bouge un orteil. Un tir le manque de peu. C'est alors qu'il réalise qu'il lit ses mouvements à l'avance. Il se fige en pleine course, puis change de tactique, chargeant droit sur lui pour voir comment il gère quelque chose d'aussi direct. Il se faufile entre 2 lasers, glisse sous sa jambe et le tranche en 2. Plus facile que prévu, mais ce n'est pas fini. La bête s'écrase contre le mur, puis se jette à nouveau. Laika grogne, déclarant que le bâtard est fini et enfonce sa lame directement dans son visage, poignardant à travers l'œil et retirant ce qu'il y avait à l'intérieur. Il voit que la créature est entièrement faite de fils et annonce que c'est fini maintenant. Gavin lance un regard furieux tandis que Fren applaudit, louant à quel point il est impressionnant. Elle dit à Gavin de mettre du sucre dans son café. Il en verse un tas pour se calmer et l'avale. Puis il lui dit de partir. Il veut être seul. Elle dit d'accord. L'idiot reste assis là à trembler, marmonnant que c'était juste pour s'assurer parce que personne n'était censé survivre facilement à cette grotte. Pourquoi travaille-t-il si dur pour tuer le garçon qui est censé être l'espoir de l'humanité? Explique-toi, bâtard. 3e jour de l'épreuve. Magus tombé. Le protagoniste est épuisé, vidé, et la bougie est maintenant minuscule et vacillante. Cela signifie qu'il est proche de sa limite. Il voit de la chair de monstre devant lui et se demande si elle vient de bouger. La légère secousse prouve que ce n'était pas son imagination. Les restes des bêtes qu'il a tuées, tant d'entre elles, commencent à se relever. Une créature tordue se dresse devant lui, et il ne peut pas comprendre pourquoi.
Peut-être est-ce parce que le mana dans cet endroit est si dense. Quoi qu'il en soit, cela rend les choses encore pires pour lui. À ce moment-là, une lueur dorée remplit la caverne. On dirait une cloche qui sonne. Il se souvient de ce que Karen lui a dit. Il devait survivre, garder la flamme allumée et quitter la grotte quand la cloche sonnerait. Tout ce qui reste maintenant est de sortir, mais des monstres bloquent son chemin. Il essaie de se frayer un chemin sur le côté, agrippant ce qui reste de la bougie. Il se force à avancer, refusant de cesser de courir tandis que des bêtes se rapprochent par derrière. Finalement, il voit la sortie juste au moment où un fouet craque sur son dos. Malgré tout, il continue d'avancer. Et pour être honnête, il ne semblait même pas que ça fasse si mal. Il a continué à avancer vers la sortie, mais, bien sûr, les monstres le poursuivaient toujours par derrière. Puis, bam, il trébuche et tombe à plat ventre comme un idiot. Mais juste à ce moment-là, une frappe bleue passe en éclair, et quelqu'un s'avance devant lui. C'est Karen qui sourit, disant au garçon que le temps est écoulé. Mika demande s'il a réussi, mais avant qu'il ne puisse entendre la réponse, il s'évanouit. Karen dit, oui. Le garçon a bien enduré. Plus tard, il se réveille assis sur une chaise, si groggy et confus. Il demande où il est, et Arthur lui dit que c'est la salle de cérémonie. Il veut savoir pourquoi et pourquoi tout le monde se tient autour de lui. Arthur explique qu'ils sont sur le point d'être dans le rituel du passage de la flamme gardienne. Les chevaliers de l'ordre sacré révéleront leurs vœux, porteront leurs armes et montreront leur loyauté à la nouvelle recrue. Karen s'avance en premier. Il déclare qu'en tant que capitaine de la 9e division, son vœu est de ne jamais emmener sa famille au combat. Attendez. Ça veut dire qu'il ne tuera pas de famille ou qu'il ne se battra pas à leur côté? Ce point n'est pas clair. Fran, toujours aussi magnifique, capitaine de la 2e division, déclare qu'elle s'engage à ne plus jamais manger de sa vie. Quoi? Alors, qu'est-ce qu'elle mange pour rester en aussi bonne santé? Regardez ce torse, ses jambes, bâties comme une sacrée chatte. Kenneth, vice-capitaine de la 2e division, dit qu'il s'engage à ne jamais mentir. Griff révèle qu'il s'engage à dédier son bras droit à Dieu. Jacques. Oh, Jacques est fou. Il s'engage à rester vierge le restant de ses jours. Ça doit faire de lui le plus fort ici, pratiquement un dieu vivant. Et Gavin, mon Dieu, il s'engage à ne jamais dormir. Incroyable. En plus de ça, son bouclier s'engage à ne jamais pardonner à quiconque trahit l'ordre. De vœux, sale cupide. Et comment tu fais pour vivre sans dormir? Sans nourriture? Ces gens sont d'un compliqué, c'est dingue. Et Arthur lève son épée bien haut et déclare qu'elle s'engage à renoncer au genre. Oh non. Attends. Quoi? C'est quoi, ce genre de vœux? Renoncer au genre, dans quel sens? Arrêter d'être un homme? Arrêter d'être une femme? Ni l'un ni l'autre. C'est quoi, alors? Puis elle appelle la recrue, Laika, à prendre les armes et à faire un vœu. C'était la confiance qu'il devait leur prouver à tous. Et, putain, il se souvient soudainement. Il ne sait même pas quel est son vœu. Mais alors son aura s'embrase, ses cheveux s'élèvent, et toute la salle tremble. Tout le monde halète, tremblant. Quand l'aura s'estompe, il dit que son nom est Laika et son vœu. Il ne sait pas. Il n'a aucune idée de ce qu'est ce pouvoir ni de comment il l'a reçu. Il se souvient seulement du monstre disant qu'il était terrifiant qu'il ait abandonné quelque chose comme ça. Mais il jure qu'il gagnera la confiance de tous et deviendra le chevalier le plus fort. Il ne laissera personne d'autre être blessé. Et avant que cela ne puisse arriver, il sauvera ce monde. Maintenant que j'y pense, les larges hanches d'Arthur ressemblent à celles d'une femme, mais puisqu'elle a renoncé au genre, pourquoi la dessine-t-on avec des hanches aussi larges? Quoi qu'il en soit, elle dit à Laika que pour la flamme de la vie, tu devras trouver la force. Et comme preuve de confiance qu'il a ce qu'il faut pour devenir un chevalier, il l'accepte. Il l'accueille dans l'ordre sacré des chevaliers. Tout le monde place une main sur sa poitrine. Laika lève les yeux au ciel juste pour s'assurer qu'il est vraiment bleu. Je suis toujours déconcerté par leurs vœux. Beaucoup n'ont aucun sens. Arthur est sur le point de sortir quand Gavin l'arrête, disant qu'il n'arrive pas à croire qu'ils ont accepté quelqu'un qui n'a même pas pu énoncer son vœu. Elle se retourne et lui rappelle, n'est-ce pas lui qui a dit que l'épreuve prouverait si Laika était capable de se joindre à eux ou non? En plus de ça, ne pas connaître son vœu et l'admettre ouvertement était déjà un risque pour sa propre vie, cela seul était une preuve suffisante. Gavin rétorque que l'irrégularité elle-même est le problème. Et si le garçon devenait une menace pour l'existence même des chevaliers? Elle répond qu'il s'inquiète trop. Cette flamme en lui, qui grandit plus elle se rapproche de la mort, deviendra sans aucun doute une force dont les chevaliers ont désespérément besoin. Alors que Gavin continue de ruminer, notre garçon s'accroche déjà à Fran. Le chapitre suivant commence dans un train, une famille souriante, le trajet devant durer 2 heures. À l'intérieur, il y a une section réservée aux chevaliers, et notre garçon reçoit même une petite cape. Il est ravi, fier, se disant qu'il n'y aura plus de jours pathétiques, plus de harcèlement. Sa vie va enfin être facile. Le pauvre gamin ne réalise pas ce dans quoi il s'est engagé. Il semble avoir oublié que le monde est sur le point de se terminer. Dans l'allée, une femme offre de la nourriture. Il en prend mais dit qu'il n'a pas d'argent. Elle le rassure, ce n'est pas grave. C'est ce qui est donné gratuitement aux chevaliers. Il rayonne, disant que la vie est trop belle maintenant.
Il n'aurait jamais imaginé manger de la bonne nourriture gratuitement. Mais Jacques le Vierge intervient, lui disant de ne pas croire que c'est vraiment gratuit. Il paie avec autre chose que de l'argent. Il se frappe la poitrine et dit qu'il paie avec leur vie. Genre, Astère se demande, est-ce que ma vie vaut vraiment une pomme et un sandwich? Jacques continue en disant que tout le monde compte sur eux pour la protection. Et maintenant que Laika a rejoint l'ordre, il ne peut pas hésiter. Il doit tout donner ce qu'il a. Kenneth change de sujet, demandant pourquoi ils sont envoyés vers l'ouest. Jacques dit qu'il a entendu dire que l'activité des monstres dans la région n'a cessé d'augmenter, et que des renforts sont nécessaires. Laika remarque que le train est plein de chevaliers, ce qui veut dire qu'ils envoient beaucoup de monde. Mais il se demande si tout le monde ici n'est que des recrues. Pourquoi Kenneth est à bord? Kenneth explique que ce n'est pas parce qu'il est une recrue. Franc lui a ordonné de suivre Laika et de surveiller les dégâts qu'il cause. Laika se fige, confus, puis se tourne vers Jacques et lui pose une question qui le tracasse. Il a fait le vœu de rester vierge à vie. Est-ce que ça a vraiment servi à quelque chose? Jacques a l'air un peu perplexe, mais Laika insiste sur le fait qu'il n'arrête pas d'y penser. C'est étrange. Jacques explique que ce n'est pas comme ça que les vœux fonctionnent. Si quelqu'un renonce à quelque chose de futile, Dieu n'accorderait pas le même pouvoir. Un vœu de virginité, c'est différent. C'est lié à ceux qui te désirent. En gros, si tu penses être un tombeur et qu'il y aurait 1 milliard de femmes après toi, alors renoncer à tout ça, c'est énorme. Laika marmonne que ça le fait passer pour un pervers. Jacques ajoute que ce qui compte, c'est combien l'offrande est précieuse pour toi. Il désigne Fran comme exemple. Elle a renoncé à la nourriture. Pour elle, il ne s'agissait pas seulement de survie. Cela avait clairement un sens plus profond. C'est pourquoi son pouvoir est si fort. Maintenant, Laika pense à Arthur, qui a renoncé au genre. Comment ça a marché, exactement? Tout le monde se tait un instant. Puis Jacques révèle qu'Arthur est en fait une princesse. Je le savais. C'est l'argent ne trompait personne. Kenneth explique qu'Arthur a été choisi dans la famille royale. Le précédent capitaine était son demi-frère, et quand il est mort, elle a hérité du poste. Elle avait été une princesse choyée et délicate toute sa vie, alors renoncer au genre, quelque chose de lié à son identité, à son apparence et à son rôle, était profondément significatif. Laika réalise que cela explique comment elle a acquis un pouvoir aussi incroyable. Il a toujours l'impression que certains vœux devraient être plus sévères. Il s'attend à ce que les gens se coupent les oreilles, perdent l'ouïe, s'arrachent les yeux, perdent la langue, des sacrifices sérieux. Jusqu'à présent, tout le monde a renoncé à quelque chose de petit. Enfin, sauf Jacques, son vœu est vraiment brutal, une pure souffrance. Tous les trois rient et se chamaillent un peu. Même Jacques se joint à la conversation quand soudain la porte s'ouvre et qu'un homme portant un chapeau entre. Il s'avère qu'il est le conducteur, remerciant tous les chevaliers de l'ordre d'être là aujourd'hui pour protéger le train. Il se présente comme Douga, et à ce moment-là, la femme à proximité a l'air confuse, regardant en arrière, se demandant qui il est. À cet instant, un type louche sous le chapeau balance son bras, et en un éclair, 2 personnes sont attrapées par la poitrine. Jacques part, esquivant une attaque qui jaillit du sol, déchirant les sièges. Mais à ce moment-là, plusieurs chevaliers étaient déjà morts. Honnêtement, de la chair à canon, inutile. Laika panique, demandant ce qui vient de se passer, et voit des corps embrochés sur des pics partout. Un autre chevalier commence à se transformer sur place. Ceux qui ne meurent pas immédiatement se transforment en d'étranges créatures à la peau bleue. Kenneth crie à Laika de reculer, mais, oh, merde, ses bras d'Aine se sont détachés à nouveau comme une figurine Lego qui se désagrège. Il hurle de frustration tandis que Jacques, secoué, demande si tout le monde se transforme en démon. Doug acquiesce et dit que Jacques a tout à fait raison. Il se présente comme un serviteur de Lord Tempus et du Grand Magus. Et, bien sûr, quiconque se dresse sur leur chemin doit personnellement être envoyé à la mort. Kenneth réalise instantanément, c'est le même pouvoir que cette créature auparavant, celle qui a transformé les cadavres et les monstres en abominations. Cela a confirmé. Ce type était lié au Magus. Et le problème maintenant? Laika est un désastre, il lui manque un morceau de bras. Un des monstres transformés bondit sur lui par derrière, mais Kenneth dégaine son pistolet et lui fait exploser la tête en plein vol. Il crie après Jacques, qui se précipite et active sa guérison. Soudain, le cri d'une fée lumineuse se manifeste. La Vierge éternelle manie vraiment la magie des fées. Il s'agenouille, ramasse le bras sectionné et dit qu'il n'y a rien qu'il ne puisse guérir. Il le remet en place, libérant une lumière dorée, et juste comme ça, Laika est restauré, la douleur disparue. Laika est stupéfait. Il a de nouveau le contrôle total et comme s'il n'avait jamais été blessé, mais alors quelque chose attire leur attention. Doga, sans tête, applaudit. Il dit que pour de simples humains, leurs compétences sont magnifiques, mais quel dommage. Même après avoir été raffinés si longtemps, ils mourront toujours comme tous les autres chevaliers de l'ordre. Sa tête se reforme et il déclare une tragédie, mais c'est leur fin. Les monstres grouillent partout. L'escouade se regarde dans les yeux. Jacques se lance dans un combat rapproché. Kenneth ouvre le feu tandis que Laika esquive désespérément. Le problème est que Jacques remarque à quel point Douga est trop rapide, et tous ceux qui s'étaient transformés semblent plus forts qu'avant.
De derrière, Douga s'excuse d'un ton moqueur, avertissant que s'il ne s'occupe pas de ces créatures, tous les civils et le reste du train mourront. Et, bien sûr, Lekka est sur le point de faire le geste le plus stupide possible. Il claque sa main sur Douga, criant qu'il est un chevalier et qu'il doit se réveiller face à la réalité. Mais pendant qu'il crie, sa lame perce la tête du démon. Jacques l'interpelle. Une fois qu'un humain est devenu une créature, il n'y a pas de retour en arrière. L'ordre des chevaliers existe pour protéger les vivants, et c'est pourquoi il doit être prêt à sacrifier ses camarades. S'il ne peut pas faire ça, alors il n'a rien à faire ici. Lekka est ébranlé par cette vérité évidente, tandis que Kenneth lui dit de se détendre, qu'il va gérer ça pendant que les autres protègent les civils. À l'écart, une fille pleure. Lekka la remarque, la serre contre lui, et se précipite vers la porte. Dans le wagon suivant, il fait irruption, avertissant tout le monde qu'il y a des démons à l'arrière et qu'ils doivent s'enfuir. Les passagers commencent à évacuer en panique, mais une mère, une véritable machine à enfants, a déjà 3 enfants, dont un attaché dans son dos et un autre dans son ventre, semble-t-il. Juste à ce moment-là, la porte explose. Elle se fige de terreur lorsqu'une des créatures surgit. La famille reste plantée là, attendant que quelqu'un vienne la sauver. Heureusement pour eux, le protagoniste est là. Malheureusement pour eux, le protagoniste est aussi un faible. Ou peut-être pas cette fois, il lance un coup de pied, dégaine à nouveau cette épée surdimensionnée et déclare qu'il ne laissera personne se blesser. D'un seul coup, il fend pratiquement le wagon en deux, laissant les monstres derrière lui tandis qu'il bondit en avant pour rejoindre les autres. Dova glousse, disant que le garçon n'est pas si mauvais. Le train détaché continue de rouler en toute sécurité tandis que Laika annonce aux civils qu'ils n'ont plus à s'inquiéter. Mais Dova remarque quelque chose d'étrange. D'après ce qu'il a pu constater, personne d'autre que les commandants ne devrait avoir le pouvoir d'un officier ici. Laika lui ordonne de se taire, disant qu'il va le tuer. Dova a même l'air un peu surpris, demandant au moins de finir son discours. Il s'excuse, disant qu'il espérait que ce voyage serait incroyable et qu'il avait essayé de préparer quelque chose de spécial, mais il semble que son plan ait échoué. Ce type ressemble à un méchant sorti tout droit de Dragon Ball, tandis que notre garçon avec ses cheveux sauvages a l'air de faire partie du même programme. Lekka le traite à nouveau de bâtard, mais Jacques lui dit de se calmer et de regarder de plus près. Ils doivent comprendre ce que ce type prévoit de faire avec tous les cadavres, car charger imprudemment pourrait les tuer. Tout le monde veut que Douga meure, mais ils doivent être intelligents. Doba ricane, disant qu'il est en fait ébranlé. S'il n'avait pas gardé son sang-froid plus tôt, il serait mort. Malheureusement, il va maintenant devoir transformer leurs camarades tombés au combat en quelque chose d'intéressant. Jacques se précipite en avant, esquivant un tentacule, tranchant un autre, évitant 2 autres, tandis que Kenneth tire des rafales à distance. Laika, quant à lui, est coincé comme d'habitude, le bras et la jambe liés. Pourtant, comme toujours, une fois que son pouvoir s'éveille, c'est réglé. Doga les avertit qu'une attaque frontale ne fonctionnera pas, mais Jacques, désormais face à face, lui dit qu'ils vont bien voir ça. Il tranche, mais Doga se transforme en une masse de slime et se faufile par la porte, fuyant. Jacques sprinte après lui. Mais lorsqu'il atteint le wagon suivant, il est vide. Il se demande si Douga s'est vraiment échappé, mais il est certain que ce n'était pas si facile. Il doit se cacher à proximité. À l'entrée d'un des wagons, une traînée de sang se poursuit. Jacques la suit et trouve le vrai conducteur inconscient. Il l'attrape et lui demande s'il va bien, mais l'homme ne répond pas. Jacques essaie d'utiliser sa guérison féerique, mais soudain, bam, l'homme lui poignarde le bras, passant d'une expression de douleur à un rictus tordu, riant comme un fou. Jacques le frappe fort, lui brisant la nuque, mais le corps tordu continue de rire, disant à quel point il est facile de tromper les chevaliers. Jacques recule de douleur tandis que la silhouette se tord davantage, faisant pousser des têtes grotesques, se moquant de la façon dont les chevaliers insistent toujours pour essayer de sauver tout le monde. De retour avec Douga, il dit qu'il a appris ce truc de son grand frère. Puis, du sol, un autre Douga émerge, celui-ci portant un démon sur son épaule. Jacques les maudit en les traitant de bâtards et jure de les tuer, mais il est à nouveau frappé. Une fois dans la tête, une fois dans la poitrine, la créature ricane, disant que celui-ci est un imbécile et qu'il faudrait le jeter par la fenêtre. Le petit frère voyant, Dolce, explique qu'ils ont jeté le corps du conducteur il y a longtemps. Il ne faisait que se déguiser. Kenneth se précipite en appelant le nom de Jacques. Il le voit déchiqueté, puis regarde les 2 monstres avec fureur. Il le nargue, disant que c'est la faute de Jacques s'il a été aussi stupide. Il rit de la façon dont il est amusant qu'un chevalier officiel puisse mourir si facilement, mais leurs sourires disparaissent lorsqu'une lumière violette traverse leurs bras. Comme du beurre, leur chair se fend et ils commencent à se tordre d'agonie. Le protagoniste s'avance, l'aura flamboyante, déclarant que cette fois, la recrue va en finir. En arrière-plan, Kenneth essaie d'aider Jacques à se relever, mais la blessure est bien trop profonde. Il appelle Neve, et, waouh, le pouvoir de Jacques s'active même inconsciemment. C'est plutôt utile. Mais elle explique que lorsque Jacques n'est pas éveillé, sa guérison prend beaucoup plus de temps. Pendant ce temps, Dolce commence à reconstruire son bras,
et Dogu remarque que certains humains sont ridiculement arrogants. Affronter 2 chevaliers exécutifs serait effectivement intéressant. Les 2 camps se regardent dans les yeux, le plafond se fissure et Dolce suggère qu'ils mènent ce combat à l'extérieur. Ce n'est qu'alors que les 2 camps pourraient déchaîner toutes leurs forces. Leka dit qu'il doit s'occuper de ce type. Sinon, les otages restants pourraient être en danger. Kenneth répond, et c'est bon. Il va veiller sur Jack. À ce moment-là, Leka exige de savoir ce qu'il recherche. Doe répond que son but est simplement d'envoyer ses chevaliers remarquables dans leur voyage vers la mort. Après tout, il leur est interdit de se diriger vers l'ouest. Laika insiste, demandant ce qu'il y a dans cet endroit. Dova répond froidement qu'il n'a pas besoin de savoir car il va mourir ici de toute façon. Le train entre dans un tunnel, plongeant tout dans l'obscurité. Laika sent un mouvement, d'étranges chauves-souris fonçant sur lui. Au début, elles ne semblent pas fortes, et il les abat. Mais leur nombre est bien plus important que prévu, et il a le sentiment que quelqu'un les contrôle. L'une d'elles fond sur son dos jusqu'à ce qu'une balle la fracasse en plein vol. Kenneth. Leka pensait qu'il serait coincé comme un idiot à surveiller le corps de Jack, mais le voilà. Leka commence à dire quelque chose, mais Kenneth le coupe. Il est hors de question que Leka puisse gagner ça tout seul. S'ils ne se battent pas ensemble, ils finiront tous par mourir. Doga réapparaît, déclarant que c'est ici que leur voyage se termine. Il frappe le sol avec sa paume, invoquant une vague de monstres qui déferlent sur Leka. Mais Leka reste calme, un sourire narquois sur le visage, et dit que ce ne sera pas si facile. Puis, sorti de nulle part, il attrape Kenneth par le visage et le lance directement dans l'attaque. Les 2 frères sont stupéfaits alors que Kenneth se fraye un chemin, déchirant les monstres. Ils veulent savoir comment Leka pouvait savoir. Leka répond que les chevaliers doivent avoir une confiance absolue en leurs camarades. Il savait que Kenneth ne mentait pas quand il a dit qu'il protégerait Jack. Et puisque Kenneth a aussi dit qu'il comptait sur lui, il était clair qu'il ne ment pas. Cette certitude était tout ce dont Leka avait besoin. Maintenant, il grogne qu'ils sont foutus parce que son camarade ne ment pas. Il charge du gars, lui attrape le visage et le claque contre le mur, lui demandant ce que ça fait d'être tué par un chevalier débutant. Doba appelle le nom de Tempeste, mais à ce moment-là, son corps est déjà plaqué contre le mur alors que le train avance. Sa forme se brise, s'effondrant dans une flaque de boue. Laika déclare qu'il n'a peut-être pas pu protéger Jack, mais il s'est assuré que ce salaud ne reparte pas vivant. Le corps se désintègre et la transformation de Laika s'estompe. Mais ensuite, bon sang, devant lui, il aperçoit un autre monstre debout sur les rails, brandissant une énorme hache. Il appelle Kenneth, disant qu'il y a quelqu'un sur les rails. En regardant de plus près, il se rend compte que c'est une femme construite comme un tank qui manie quelque chose qui ressemble plus à un marteau géant. Ce n'est autre que Bridget, commandant de la 6e division, pour ceux qui aiment l'archétype de la maman musclée. Elle frappe fort sur les rails, conjurant une barrière de glace qui arrête complètement le train. Sa division déferle derrière elle et elle fait irruption dans la cabine. Elle ne perd pas une seconde, attrape Jack, le gifle et exige qu'il commence à parler. Jack revient lentement à lui, sentant une présence familière, pour se retrouver face à son regard féroce exigeant des explications. Le gars l'appelle soit grande sœur, soit votre Altesse, et honnêtement, je suis un peu confus parce que les 2 traductions ont surgi. Les 2 se regardent avec cette aura de grande sœur qui flotte dans l'air. Juste à l'extérieur, les gens la regardent parler avec Jack, encore incrédule. Attends, est-ce qu'ils appellent vraiment cette personne musclée Will? Impossible. Cet auteur joue avec le feu. Elle Will, je ne sais même plus, leur fait face et dit qu'il semble que ce soit eux qui se soient occupés de ces créatures. En plus de cela, il semble que Doga était vraiment un démon au service de Tempeste. Les 2 acquiescent, confirmant, et Bridget ordonne à tout le monde de retourner au quartier général et de signaler l'anéantissement. Des renforts étaient désespérément nécessaires. Elle leur ordonne également de retrouver l'autre moitié du train qui transportait les civils, ou qu'elle est finie. Puis Bridget se tourne, leur disant de venir avec elle. Elle a une idée de l'endroit d'où tout cela pourrait provenir, et il est temps de s'en occuper. Laika demande si cela a quelque chose à voir avec la marionnette qu'il a rencontrée auparavant et si ce type est vraiment si tristement célèbre qu'elle l'a reconnu. Kenneth admet qu'il n'est pas un expert, mais explique que l'histoire correspond à une vieille légende d'un mage d'il y a longtemps, celui qui aurait ouvert la première grande déchirure dans le ciel, invoquant le roi démon. C'est le sorcier démoniaque connu sous le nom de Commandant Tempeste. Maintenant, il glisse sur le sable dans un bateau à propulsion magique, Bridget expliquant que, à en juger par les informations contenues dans les histoires, il est très probable que le démon auquel ils sont confrontés soit Tempeste, et qu'il devrait se trouver à l'intérieur du palais céleste démoniaque. Mika demande si ce n'est pas juste un conte de fées. Kenneth le corrige rapidement. Non. Ces êtres sont réels. Bridget développe. Lorsque les chevaliers divins ont réussi à arrêter le roi démon, des parties de son corps ont été coupées. Chaque morceau est devenu un nouveau monstre, tous dotés d'une immense intelligence. Naturellement, ces monstres ont causé des catastrophes incommensurables. L'un pouvait contrôler le temps, invoquer d'innombrables éclairs à la fois. Un autre possédait des flammes si féroces qu'elles pouvaient faire fondre des villes entières. Un autre a déchaîné des inondations sans retenue,
et celui de la Terre pouvait séparer des continents d'un seul battement d'ailes. Les chevaliers divins de cette époque n'avaient aucune chance contre eux. C'est pourquoi des temples ont été construits au pôle pour les enfermer. Le problème est que dans les tours où ces démons célestes sont liés, la propagation du miasme est écrasante. Un bon exemple est la terre sur laquelle il se trouve maintenant. C'était autrefois un sol luxuriant et fertile. Mais avec le démon de l'eau enfermé dans cette tour, tous les nutriments ont été drainés, le transformant en désert. Et là où il se trouve, quelqu'un a pris contact avec un homme qui crée des démons. Même les hauts gradés de la caserne craignaient que l'un des anciens n'ait été ressuscité ou que quelqu'un travaille sous les ordres de Tempeste. Et si l'une des créatures prononçait son nom à voix haute, alors il vaut mieux supposer qu'elle ne mentait pas, d'autant plus que Tempeste est celui qui a provoqué la première grande catastrophe sur ce monde. Le pire scénario pour l'humanité serait qu'il déclenche à nouveau la même catastrophe. En entendant tout cela, Leka se demande s'ils sont vraiment sur le point d'affronter quelqu'un d'aussi puissant. Bridget répond sèchement. Ils atteindront bientôt le temple souterrain caché dans cette région. Soudain, les poissons des sables qui tirent leur bateau faiblissent et ils plongent dans l'obscurité absolue. Une lune rouge se profile au-dessus de leur tête. Génial, ambiance flashback de Griffith. Sortez d'ici. Laika a l'impression d'avoir déjà vu ça. Je l'ai vu aussi. Pour lui, c'est étrangement nostalgique. Dans son esprit, une voix énigmatique murmure, difficile à comprendre. Puis quelque chose jaillit de sous leur bateau, les projetant tous directement vers le temple. Leka finit coincé contre le plafond comme un idiot. Des feux d'artifice explosent dans l'obscurité, et une voix l'accueille chaleureusement, disant combien ils sont heureux de me revoir, lui rappelant que la dernière fois qu'ils se sont croisés, c'était par l'intermédiaire d'une marionnette. Laika ne comprend pas, essayant de comprendre de quoi ce type parle quand soudain il se souvient de ce visage, celui qui lui a parlé une fois. Sans aucun doute, ce devait être le sorcier démoniaque Tempeste. Avant qu'il ne puisse agir, Brigitte balance son énorme marteau sur lui, mais Tempeste esquive sans effort, imperturbable. Il remarque que les chevaliers divins n'ont pas changé d'un iota depuis les temps anciens, toujours aussi barbares et simples. Bridget exige de savoir s'il est vraiment Tempeste et l'avertit qu'il ne devrait même pas se trouver dans cette région. Il ferait mieux de partir maintenant, mais Tempeste refuse. Il dit qu'il a mené d'innombrables expériences, et maintenant le moment est venu de transformer son rêve en réalité. Derrière le château, la lune tremble, et soudain, la pluie commence à tomber sur le désert. Tout le monde est choqué, qualifiant cela d'impossible, mais Tempeste sourit, disant que cela signifie exactement ce qu'il pense. Il a déjà ressuscité le démon céleste de l'eau, l'Orvidel. Tout le monde se fiche d'effroi alors que les gouttelettes tombent. Je m'attendais à une figure divine, et au lieu de cela, voici une minuscule Loli avec un ours en peluche dans sa main. Tu sais qu'elle est surpuissante quand le design a l'air aussi maudit. Elle bâille, disant qu'elle mourrait de sommeil, tandis que Lika se demande si c'est vraiment un démon céleste. Tempeste s'avance et la salue, s'excusant de l'avoir réveillée. Il sait que cela fait des centaines d'années, mais tout ce qu'il veut, c'est qu'elle élimine les descendants des chevaliers divins qui l'ont scellée autrefois, quand soudain, elle écrase son ours en peluche directement sur son visage. Tout le monde reste là, confus. Miaol le rabrou, lui disant d'arrêter d'essayer de lui donner des ordres. Elle était parfaitement à l'aise dans son sommeil. Alors pourquoi diable l'a-t-il réveillée? Tempeste a l'air décontenancé tandis qu'une voix d'en haut murmure que ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Bridget, quant à elle, avertit tout le monde de ne pas baisser sa garde. Elle peut sentir le niveau absurde de miasme démoniaque qui rayonne de cette créature. Si elle est vraiment libre, l'humanité est foutue. Mais alors Vebel remarque quelque chose. Elle fonce droit sur Laika. Soudain, elle est juste devant son visage, l'appelant et disant que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas rencontrés. Laika est complètement perdue, et elle demande pourquoi il est ici sur son territoire. Elle pensait qu'il serait au nord. Laika balbutie qu'il n'a aucune idée de ce dont elle parle. Elle le gronde, disant à son grand frère d'arrêter d'être aussi distant. Apparemment, cette technique de résurrection, qui consiste à prendre le contrôle de corps humains, fonctionne parfaitement. Laika devient de plus en plus terrifiée. On dirait que tous les secrets sont en train de se dévoiler. D'en haut, Tempeste déclare que maintenant tout est clair. C'est pourquoi il ressentait une connexion aussi forte avec un autre monde à travers ce garçon. Clairement, il y a plus à l'intérieur de lui qu'un simple contrat. Lika est encore sous le choc lorsqu'une attaque s'écrase soudainement contre un pilier voisin, le forçant à esquiver. Vieble dit que c'est une drôle de coïncidence de trouver son frère ici juste après avoir été réveillé de force. Puisqu'ils sont ensemble, pourquoi ne pas jouer un peu comme au bon vieux temps? Elle meurt sur lui en plein vol alors qu'il tombe, mais il s'écrase dans les bras de Bridget. Au même instant, Vebo lance une attaque. Bridget ne le sent même pas avant qu'une partie de son corps ne fonde. Laika panique, demandant si elle va bien, et Jacques active instantanément sa guérison. Une fée éclate, reconstruisant son bras, et Bridget saisit son marteau, l'abattant sur Vebel. Bien sûr, ce n'est pas si simple. Le marteau s'effrite à l'impact. Vebel ricane, disant qu'elle ne les a pas appelés pour jouer. Elle n'a appelé que le garçon. Le pauvre Kenneth sort ses pistolets de pacotille, mais ses balles ne font rien. Vebel s'impatiente,
disant qu'il commence déjà à l'énerver. Ensuite, le mana de l'eau autour d'elle gonfle vers l'extérieur, formant des bulles géantes qui donnent naissance à des monstres grotesques à grosses têtes qui flottent comme des lunes. De loin, Tempeste regarde avec délice, louant la magnificence du pouvoir d'un démon céleste. Si accablant, cela fait passer les chevaliers divins pour rien. Quelqu'un grignote une pâtisserie et dit que le maître semble être de très bonne humeur. Tempeste répond que voir un démon céleste se déplacer librement a toujours été l'un de ses rêves, et maintenant que cela se produit juste devant ses yeux, il ne peut pas contenir son excitation. Ce qui le choque encore plus, c'est que le tout premier démon céleste a été réveillé à l'intérieur d'un humain. Il marmonne qu'il est peut-être temps de se replier vers le temple du Nord avant que les choses ne dégénèrent. Mais soudain, quelque chose clignote dans le ciel. Une épée massive tombe d'en haut. C'est elle, la commandante féroce au large hanche elle-même. Arthur est arrivé. Tempeste reconnaît instantanément que des ennuis ont débarqué. Arthur, la main sur ses larges hanches et pleine de fanfaronnades, lui dit que puisqu'il a décidé avec sa bande de semer le chaos pour ses subordonnés, il ferait mieux d'être préparé à ce qu'elle est sur le point de faire. Tempeste lui lance un regard noir avec ce regard troublant. En bas, Arthur aperçoit Bridget luttant contre Vebel. Au même instant, Karen apparaît derrière elle, et elle lui demande s'il peut tenir 3 minutes. Il demande contre qui, et elle répond simplement contre le démon céleste. Après ça, elle s'en chargera elle-même. Tempeste regarde avec intérêt jusqu'à ce qu'Arthur l'appelle directement. Elle s'excuse, mais puisqu'il est clairement l'invocateur démoniaque dont tout le monde parle, elle lui donne une chance. Promettez maintenant de ne plus causer de problème, et elle lui pardonnera. Bien sûr, il rit, fait un clin d'œil et dit qu'il ne peut pas faire cette promesse. Le bâtard s'envole, brillant d'une aura de style Dragon Ball. Arthur n'est pas sur le point de le laisser filer. Elle déclenche une explosion d'énergie, tirant après lui alors que leur affrontement s'embrase. Pendant ce temps, Karen atterrit derrière Laika et demande s'il comprend ce qui se passe. Leur tâche est simple. Retenir le démon céleste pendant 3 minutes jusqu'au retour de la commandante. Laika a l'air secouée, mais Kiran lui dit de se ressaisir. Les créatures arrivent. La première vague se précipite en avant. Kiran manie sa lame avec aisance tandis que Laika reçoit déjà une entaille dans le dos. Jacques lance sa magie féerique, invoquant une barrière qui donne des soins continus, un moment RPG parfait, le soigneur laissant tomber une zone d'effet. Laika esquive les monstres flottants à tête de lune tandis que Bridget les écrase. Mais le problème, c'est que l'eau non seulement les blesse, mais les régénère presque instantanément. De case en case, Laika se transforme, libérant ses pouvoirs de flamme pour encercler les bêtes. Mais même alors, elle a percé son feu. Finalement, les pistolets Walmart de Kenneth commencent enfin à faire une brèche. Laika le remercie, mais Kenneth le gronde. Arrête de gaspiller ton énergie comme ça. À ce rythme, il va s'effondrer. De plus, le feu contre les démons de l'eau ne sert à rien. Il gaspille de l'énergie. Laika réalise l'évidence au moment où Karen charge sa lance de tonnerre. Il la frappe dans le sol, lui ordonnant de montrer toute sa force. La foudre jaillit vers le haut. Au même moment, Bridget abat son marteau de la mort hivernale, frappant la terre et libérant une vague de glace sans hésitation. Ensemble, la foudre et le givre martèlent Vebel, qui flotte nonchalamment dans une masse d'eau, bâillant et disant que ses larves commencent vraiment à l'irriter. Elle lève la main et déclare qu'elle en a assez. Soudain, tout son mana converge vers son corps. Sa forme prend une couleur bleu froide à l'intérieur de l'eau alors que Karen réalise qu'elle absorbe chaque bribe d'aura et amplifie sa force. Maintenant, la vraie bataille est sur le point de commencer. Lika, transformée, ne peut que repenser à ce qu'elle a dit, l'appeler son frère. Il ne peut pas comprendre ça. Il est humain. C'est un chevalier divin. Comment pourrait-il être lié à cette chose monstrueuse qui lui sourit? Il lui crie d'arrêter de le regarder comme s'ils se connaissaient. Alors tout le monde ressent quelque chose d'étrange. Leka serre sa tête, se tordant comme si quelque chose d'incompréhensible lui déchirait l'esprit. On dirait qu'il y a une voix dans la tête de Leka, et il exige de savoir ce qu'elle fait là. Et puis, comme Tsukuna lui-même, il crie, lui disant que si le garçon est vraiment celui qu'il pense, il devrait être facile de vaincre Vebel. Karen crie à tout le monde de se préparer. Du sommet du château lunaire, Vebel descend droit vers le pauvre Kenneth, le plus faible du groupe. Il tire quelques coups de feu, mais à travers le reflet de l'eau, elle le verrouille, apparaît de nulle part et le gifle au visage. Honnêtement, c'était miséricordieux. Une gifle au lieu de faire exploser son crâne. Bridget se précipite pour sa frappe de marteau signature, l'atterrit proprement, et rien. Aucun effet du tout. Choquée, elle a à peine le temps de réagir avant que Vebel n'étende nonchalamment une main et la repousse comme si de rien n'était. Jacques appelle la princesse, qui lui assure qu'elle va bien et lui dit de se concentrer sur la guérison. Pauvre gars. Il n'a pas le temps de dire autre chose. Il hoche la tête, obéissant tandis que Leka tremble violemment, essayant toujours de comprendre ce qui se passe et pourquoi il a l'impression que sa tête est sur le point d'éclater. Une puissance s'élève en lui, quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. À ce moment-là, Bebel le remarque et se prépare pour un coup de grâce. Leka croise son regard alors qu'elle sourit, puis elle enfonce sa main dans sa poitrine, ouvrant un cratère dans son torse. Il est envoyé voler. Jacques déclenche désespérément sa guérison,
mais ce n'est clairement pas suffisant jusqu'à ce que la magie de la fée reconstruise soudainement sa cavité thoracique en un instant. Ce sort est ridiculement puissant, mais Weeble le regarde juste avec dédain, remarquant qu'il est devenu faible ces derniers temps. C'est alors qu'une voix dans la tête de Laika lui dit que le moment est venu. Il doit arrêter de résister et tout remettre. Laika panique, demandant qui il est et ce qui se passe. La voix insiste sur le fait que ce n'est pas un démon céleste. Pendant ce temps, Tempeste continue de fuir, Arthur à ses trousses. Il murmure qu'elle est bien trop persistante, suggérant qu'elle abandonne simplement. Arthur rétorque qu'il cause beaucoup trop de problèmes, il est donc juste qu'elle lui rende l'appareil. Soudain, elle sort sa lame, et d'un seul coup, ses jambes disparaissent. Tempeste crie qu'elle est cruelle, le coupant si impitoyablement sans même broncher. Arthur répond froidement si c'est évident. Elle sait que s'il s'échappe, il continuera à ressusciter des démons célestes. Tempeste réalise qu'elle a pleinement l'intention de le tuer quoi qu'il arrive. Il la nargue, lui demandant si elle ne s'inquiète pas pour ses camarades qu'elle a laissés derrière elle. Plus elle perd de temps ici, plus elle a de chances de revenir et de les retrouver tous morts. Ils continueront à fuir pendant qu'elle agonise sur le choix. Arthur, cependant, jure qu'elle le tuera et reviendra à temps pour sauver ses alliés. Sur ce, elle déclenche une frappe de scellement comme les épées de lumière révélatrices dans YEJU, le coupant à travers. Sa tête tombe, son corps réduit en morceaux. Mais même alors, il sourit, disant qu'il est triste d'être en fragments, mais qu'il finira par se régénérer. Il la félicite d'avoir gagné la bataille, mais lui souhaite bonne chance pour sauver ses compagnons. Arthur lance un regard noir, puis se retourne immédiatement en courant vers son équipe. Elle sait maintenant qu'il ne reste plus de temps. Elle doit les aider. Du moment où elle a dit à Karen qu'elle avait besoin de 3 minutes pour chasser Tempus jusqu'à maintenant, à son retour, seulement 2 minutes et 50 secondes se sont écoulées. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.